Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Joël Trouillet, l'un des deux secrétaires généraux de l'ADF, qui va ouvrir cette session inaugurale. Monsieur le conseiller auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur le président du Conseil national de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les présidents de syndicats de la profession, Madame la présidente de l'Académie nationale de chirurgie dentaire, Monsieur le président du Comidat, Monsieur le président de l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires, chères consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de pouvoir enfin vous accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Souriez, on se retrouve enfin. Oui, sourions. Pour ma part, je suis très heureux et très ému de vous revoir, toutes et tous. Pour la première fois dans l'histoire de l'ADF, nous avons dû, l'an passé, nous résigner à reporter notre congrès. Pourtant, nous en avons imaginé des scénarios et des organisations qui nous permettraient de maintenir le plus grand événement de notre profession en Europe. Mais il y a une chose que nous ne souhaitions pas, c'était de l'organiser en trahissant son esprit originel. Cela, nous ne le voulions pas et nous ne le ferons jamais. Non, nous ne voulons pas d'un congrès rabougri, d'un congrès amputé. Le congrès de l'ADF est puissant, convivial, innovant, chaleureux. Son ADN devait être conservé, notre histoire devait être respectée. Pour ne pas altérer l'aura de notre congrès et pour préserver votre confiance, congressistes et industriels, nous avons décidé d'accepter ce qui nous semblait quelques semaines auparavant inacceptable. Renoncer et ne pas nous revoir en 2020. Personnellement, je l'ai vécu comme une blessure, pas comme un échec. Qui pouvions-nous? Rien. Nous ne pouvions pas être plus forts que cette crise sanitaire et déroger aux réglementations nationales. Nous avons fait le choix de la raison et pourtant ce congrès, c'est notre passion et celle de beaucoup d'entre vous. Oui, le congrès de l'ADF est une affaire de passion partagée, celle de nos chirurgiens dentistes, celle de nos assistantes dentaires et celle de nos industriels qui aiment se retrouver chaque année en novembre sous l'égide de l'ADF. Aujourd'hui, enfin, nous pouvons nous revoir et je souris car, comme le dit notre affiche, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Comme un symbole, nous avons voulu que cette séance inaugurale revienne sur la crise du coronavirus. Pourquoi? Parce que si toutes les professions, toute la population a été impactée, les professions médicales l'ont été particulièrement. Je pense en premier lieu à tous ceux que nous connaissions et qui ont disparu. Oui, cette séance inaugurale est consacrée à la Covid et aux enseignements que nous en avons et que nous devons en retirer. Pendant la crise, on nous parlait du monde d'après, d'un monde qui serait si différent. Personnellement, je ne sais pas quand surgira ce monde d'après, mais je sais une chose, notre profession a démontré sa force et sa résilience. Pour cela, je vais profiter de cette prise de parole pour revenir sur tout ce que la profession a vécu pendant le confinement. Notre profession a été exposée, transformée, bouleversée comme jamais. Le 16 mars, notre activité s'est arrêtée net, totalement, brutalement. Rappelons-le, nous sommes la seule profession de santé à nous être ainsi arrêtés. La fermeture de nos cabinets décidée par le Conseil national de l'Ordre, et c'est seulement après que nous avons commencé à réfléchir aux conséquences de cette décision. Nous sommes alors confrontés à une crise sanitaire singulière et inconnue, et nous devons faire face à de multiples inconnues. Des inconnues sociales, professionnelles, sanitaires,
des inconnues économiques, médicales et humaines. Qu'avons-nous pour nous aider? Rien. Il n'y a ni modèle ni référence. Commence alors une construction au jour le jour, une réflexion qui vient du terrain. Souvent à partir d'initiatives individuelles, parfois à partir d'actions groupées et locales. À l'ADF, face à ce vide, 6 jours après le début du confinement, nous annonçons la création d'une émission sur Internet. Question Expresso avec l'ADF. Une émission quotidienne du mardi au vendredi, ouverte à tous. Jour après jour, avec Julienne, nous traitons des sujets les plus urgents. Nous apportons les réponses qui manquent. Nous invitons des personnalités qui nous livrent leur regard et leurs expertises sur la situation. Pourquoi cette initiative? Simplement parce que nous, chirurgiens dentistes, sommes les oubliés des professionnels de santé. Nous sommes les ignorés des discours et des actes des décideurs politiques. Nous allons attendre des semaines et des semaines pour que nos dirigeants évoquent enfin notre situation avant qu'ils nous oublient de nouveau pendant de longues semaines. De notre côté, les réflexes les plus élémentaires de solidarité se multiplient. Au début, nous sommes nombreux à donner nos matériels de protection aux médecins et aux équipes soignantes qui sont en première ligne. Nous nous donnons des gants, des masques, des surblouses. Nous sommes plusieurs à aller chercher ces équipements dans vos cabinets pour les rassembler et ensuite les livrer là où le combat se mène. Oui, on pouvait compter sur nous, mais nous ne pouvions compter que sur nous-mêmes. Nous ne devons compter que sur nous-mêmes pour nous protéger, alors que nous devons assurer une continuité des soins d'urgence. Pour l'octroi des masques, nous avons des rationnements. Et pour le reste, nous n'avons rien. Certains d'entre vous pratiquent des soins d'urgence avec des sacs poubelles comme seule protection. Le Conseil de l'Ordre achète des gants de velage, l'ADF des tabliers alimentaires. L'ADF prend également en charge la logistique et l'acheminement de tous ces matériels pour qu'ils arrivent jusqu'à vous dans toute la France. Chaque jour, chaque heure, il nous faut trouver des solutions. Tout cela pendant des semaines jusqu'à la reprise de l'activité. Cette reprise d'activité, nous l'attendons toutes et tous, mais nous savons que nous ne pouvons pas la réussir seuls. À l'ADF, nous multiplions les concertations. Nous parlons de façon continue avec le CNO, mais aussi avec les syndicats et les industriels, sans qui cette reprise est inenvisageable. Ensemble, nous établissons les besoins et les identifions les fournisseurs. Nous mettons tout en œuvre pour relancer la machine. Nous nous heurtons aux difficultés douanières, aux certifications probatoires. Nous appelons le ministère, nous téléphonons à des députés ou des maires pour débloquer certaines situations. En parallèle, nous créons le guide de référence pour la reprise de l'activité et nous allons le diffuser dès le lendemain de la publication des recommandations officielles. Preuve de sa clarté et de son utilité, il sera partagé gratuitement à d'autres pays. Il sera notamment traduit en anglais, en italien, en espagnol et deviendra document de référence bien au-delà de nos frontières. Pendant cette période, les nuits sont courtes, les journées longues et les heures très intenses. La reprise se révèle en effet encore plus brutale que l'arrêt. Nous sommes toutes et tous très mobilisés. Nous ne voulons pas que nos cabinets dentaires deviennent des clusters. Après les anesthésistes, rappelons-le, nous étions considérés comme la deuxième profession la plus à risque. Au final, nous aurons su éviter cette menace et n'aurons pas à déplorer de situations critiques dans nos cabinets. Avec cette reprise, il y a une chose qui nous surprend, la confiance du grand public à notre égard, qui est très importante. Nos plages de rendez-vous sont très vite remplies. Et pendant ce temps-là, l'État continue de nous oublier. Alors que nous attendons 2 millions de personnes par semaine dans nos cabinets dentaires, nous n'avons aucune relation avec les services de l'État. Nous avons bien eu une promesse de réunion, mais cela restera une promesse. Cette réunion n'aura finalement jamais lieu.
nous éprouvons un vrai sentiment de solitude, et nous, dirigeants de l'ADF, mais aussi vous, praticiens de terrain. Nous ne voulons pas d'un État qui nous assiste, mais d'un État qui nous considère. Nous voulons une attention égale aux autres professionnels de santé. Ni plus ni moins, nous ne sommes pas des sous-praticiens de la santé. Cette attention, je vous le dis et vous le redis, vous la recevrez toujours de la part de l'ADF. Nous serons toujours là pour vous, à travers nos 3 grandes missions, accompagner, défendre, former. Pendant cette crise Covid, nous avons accompagné, nous vous avons défendu, nous vous avons apporté la formation indispensable à chaque instant et nous allons continuer de le faire. Même si j'étais un peu long, et vous m'en excuserez, ce rappel du vécu était indispensable pour comprendre pourquoi aujourd'hui nous avons voulu cette séance inaugurale. Elle nous donne l'occasion de croiser les regards, mêler les intelligences et enrichir notre compréhension sur cette crise. Nous avons choisi 3 intervenants qui ont une double qualité, la lucidité et la franchise. Chacun, à sa manière, s'est trouvé immergé dans cette crise. Ils sont médecins, bienvenue au professeur Yazdan Yazdapana, philosophe, bienvenue à Gaspard Koenig, et chef d'entreprise, bienvenue à Stanislas Niok-Chateau. Ils ont été des parties prenantes ou des témoins de premier rang, et je suis très heureux de les accueillir aujourd'hui avec vous. Je laisse à présent le soin à Thierry Guerrier de conduire la séance qui se terminera par l'intervention de Julien, dans laquelle il ne manquera pas d'aborder les pistes de réflexion que nous avons imaginées et que nous souhaitons mettre en musique avec l'ADF. Je vous souhaite maintenant une belle réunion d'échange et un magnifique congrès ADF 2021. Merci. Merci, cher Joël Trouillet. Merci de votre confiance et heureux à mon tour de vous retrouver cette année après ce temps de distance. Les 2 secrétaires généraux de l'ADF ont donc choisi 3 personnalités d'exception pour croiser le regard, pour essayer de réfléchir ensemble à ce que nous venons de vivre, à ce que vous venez de vivre avec votre dimension particulière de professionnels de santé, mais un peu à part, comme vient de le souligner Joël Trouillet. Alors, nous avons l'un de ceux qui est encore au cœur de la machine même du Conseil scientifique, Conseil du Président de la République, du Premier ministre et du ministre de la Santé, le professeur Yazdan Yazdapana, qui intervient dans un instant. Et puis, Gaspard Koenig, philosophe, souvent qualifié de libéral, il nous dira si c'est le terme, l'étiquette qu'on doit lui coller. Il déteste les étiquettes. C'est un esprit libre, en tout cas un observateur de notre société, esprit aiguisé, et je reviendrai dans un instant sur l'initiative qu'il a lancée. Et puis un chef d'entreprise, Stanislas Niok-Chateau, c'est Doctolib. C'est un succès considérable, évidemment, de la French Tech, parfois décrié. Nous reviendrons avec lui sur cette expérience formidable. Je voudrais, professeur, vous proposer immédiatement de démarrer. Je voudrais rappeler que vous êtes gastro-entérologue et infectiologue, professeur en maladies infectieuses à la faculté de médecine de Paris, de l'Université de Paris, chef du service de maladies infectieuses et tropicales de Bichat, directeur maladies infectieuses émergentes de la NRS, et bien sûr, je l'ai dit, membre depuis sa création en mars 2020 du Conseil scientifique de la Covid-19. Je vous en prie, et je reviendrai vous interroger après votre intervention. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Et tout d'abord, je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de Covid. Et je voulais avant tout remercier le comité d'organisation de m'avoir invité. Alors, j'étais déjà invité l'année dernière, je crois. Et en fait, donc ça fait 1 an que je suis invité. Là, et donc finalement, je suis très heureux que ça se fasse aujourd'hui. Alors, j'ai pris quelques diapositives pour essayer de vous présenter tout d'abord où on en est aujourd'hui. Parce que comme tout le monde en parle, je pensais que c'était pas mal de prendre quelques minutes pour vous dire de mon point de vue, de notre point de vue, où on en est aujourd'hui,
où on va dans les quelques semaines qui vont venir. Après, j'ai pensé que c'était intéressant de venir sur un sujet sur lequel les scientifiques ont beaucoup changé d'avis, qui est la transmission, qui vous concerne en particulier, parce que c'est un sujet, bien sûr, là, vous avez dit que vous étiez le seul corps de métier médical qui a été fermé quasiment en mars 2020 pour des questions de transmission. Je pensais que c'était important de venir pour voir et pour vous montrer aussi comment finalement la science change et les choses changent. Et parce que j'avais le discours du président, et à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'en mars 2020, on a bien fait, vous avez bien fait de fermer tout en fait, hein, et a posteriori se poser des questions en se mettant à ce moment-là. Donc, voir un peu ensemble sur la transmission. Et finalement, tout ça, qu'est-ce que ça va vous apporter à vous pour la suite? Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup, on a passé beaucoup d'épreuves, on en passera malheureusement encore, mais je pense que ça vous a amené des choses, et ça nous a amené des choses, et essayez de finir là-dessus. Alors ça, c'est le point de l'épidémie aujourd'hui. Alors, je ne suis même pas capable de vous dire combien il y a de cas, combien il y a de décès, mais on va dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous voyez un peu le monde entier, c'est une pandémie, donc le monde a été touché. Il y a 2 ans, ça fait maintenant presque 2 ans, parce que moi je suis dedans depuis le 31 décembre 1999. Et ça fait longtemps. Ça, c'est la situation en France. Sur les dernières courbes de Santé publique France, qui vont jusqu'au 19 novembre, donc très récent. Alors, vous voyez, on a alors je ne sais pas si je fais comme ça, vous voyez, mais vous voyez, on a une augmentation de nombre de cas. Ici, vous voyez le nombre de cas. Et vous voyez qu'il y a, comme vous entendez partout à la radio, etc., et ça y est, la valse des médecins a recommencé sur les plateaux télé et radio, et donc vous voyez qu'il y a une augmentation de nombre de cas. On parle de 5e vague. Alors, ça, c'est le nombre de cas. Comme on ne faisait pas beaucoup de tests, la première, on ne le voyait pas trop. Mais en tout cas, on est vraiment, on assiste vraiment, dans la communauté en tout cas, à une augmentation de nombre de cas de patients infectés par le Covid. Actuellement, le nombre total de cas confirmés en France depuis le début de l'épidémie est de plus de 7 millions, et probablement beaucoup plus, parce que bien sûr, tout le monde ne se fait pas tester. Et le nombre total de décès est malheureusement autour de 118 000 cas. Là, vous voyez le nombre des hospitalisations, c'est la courbe d'en haut à votre gauche, et le courbe des patients en réanimation en bas. Alors bien sûr, là où ça a été le pire, c'était pendant la première vague, avec beaucoup, alors très aigu déjà, avec une augmentation du nombre de cas. Après, vous avez les différentes vagues. Et là, vous voyez 4e et 5e vague où finalement, le nombre d'hospitalisations et le nombre de réanimations est moindre. Alors, pour la 5e vague, on n'en sait rien, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, on a un nombre moins qui est lié à la vaccination, on verra. Donc, en gros, pourquoi il y a une augmentation? Parce qu'il fait de nouveau froid, qu'on va à l'intérieur, que le virus aime le froid, qu'on vit à l'intérieur, il y a plus de transmission. 2, alors après il y a des gens qui disent oui, mais on est vacciné. Oui, le vaccin marche contre les infections, mais à 50-60%, pas à 100% contre les infections. Ça marche à 90, 85, 90, 95, ça dépend. Sur les hospitalisations, sur les formes sévères, c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus de cas dans la communauté que les personnes hospitalisées. Et là, moi, je suis à l'hôpital Bichat, je peux vous dire, on assiste à une petite augmentation, mais pour l'instant, il n'y a rien de grave. Après, attention, parce qu'on ne veut pas que ça augmente. Donc, 1, parce qu'il fait froid. 2, parce qu'on vit à l'intérieur. 3, et je vais vous montrer quelques diapositives, parce que c'est important que vous sachiez, vous avez entendu, c'est
que le vaccin, avec le temps, perd un peu de son efficacité. Et ça, c'est un sujet très important. C'est aussi un des leviers sur lesquels on peut travailler. Ça veut dire une manière d'essayer de travailler pour essayer d'avoir moins de cas pendant cette vague, c'est éventuellement de faire des rappels des troisièmes doses pour que cette question de durabilité, ça se règle. Aujourd'hui, en France, on a 51 millions de personnes qui ont reçu au moins une dose. On a 50 millions de personnes qui ont été complètement vaccinées, qui ont eu les 2 doses, ce qui est 75% de la population, sachant que les personnes de moins de 12 ans n'ont pas été vaccinées parce qu'ils ne sont pas dans les indications. Et ça fait de nous, malgré tout, un des pays les mieux vaccinés au monde. Et vous entendez ce qu'il fait en Autriche. En Autriche, c'est 60%, c'est 15% moins que nous, ce qui est énorme en termes d'impact que ça peut avoir sur une vague. C'est la même chose en Allemagne, par exemple, où le taux de vaccination est moins important. On a commencé à faire les doses de rappel. Pour l'instant, pas assez, parce qu'il y a 5 millions. C'était ouvert jusqu'à 65 ans et plus. À partir de décembre, ça va être 50 ans et plus. Vous avez entendu les recommandations de la HAS, c'est 40 ans et plus. Et c'est vraiment un point important, et je vais vous montrer pourquoi. C'est une des interventions les plus efficaces pour essayer de diminuer cette vague qu'on commence à vivre. Alors, pour ça, je vous ai mis, alors c'est peut-être un peu petit ici, mais ce n'est pas grave, je vais vous expliquer. Ça, c'est une étude israélienne, parce que vous savez que les Israéliens étaient les premiers à être vaccinés dès le mois de janvier. Donc, comme ils étaient très bien vaccinés très tôt, l'impact de la durabilité de la vaccin sur une éventuelle épidémie, c'est chez eux qu'on a vu en premier. Donc du coup, maintenant ils ont commencé à voir. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez la courbe en haut. En rouge, c'est ceux qui ont reçu 2 doses de vaccin. En bleu, c'est ceux qui ont reçu 3 doses de vaccin. Et ce que vous voyez, c'est que et en ordonnée, c'est l'incidence, pas des cas, mais des hospitalisations, de réanimation et de décès. Et vous voyez que dans tous les cas, les gens qui ont reçu 3 doses ont beaucoup moins d'hospitalisation, alors c'est un peu loin, mais beaucoup moins d'hospitalisation que les autres. Donc c'est vraiment une étude qui montre que dans la population, en termes de celui qui, ce n'est pas une question d'immunité, celui qui fait des cas, il y en a moins si vous avez 3 doses. Et ça, c'est extrêmement important. Et je vais vous dire, je le répercute sur ce que je vis à l'hôpital ce matin, à l'hôpital Bichat, où on a 9 patients. Et les patients vaccinés qu'on a, qui sont hospitalisés pour des formes graves parce qu'ils sont hospitalisés, c'est surtout ceux qui n'ont pas de rappel depuis le mois de mars, avril. Et ça, c'est un élément, c'est ce que nous, on voit et c'est ce que les études montrent. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est important aussi pour vous, mais c'est aussi important pour comprendre pour la société, c'est aussi important pour vos patients. On a beaucoup parlé de ça, on va en parler, je pense que vous avez un rôle aussi de prévention vis-à-vis des patients, des dialogues. Vous avez dit que les patients vous faisaient confiance, je pense que c'est important aussi que ces messages passent par vous, parce que vous avez énormément de patients, énormément de force. Alors, l'autre, vous n'allez rien voir du tout, donc je vais vous dire juste ce qui est important dans cette diapositive, c'est qu'en fait, cette différence de 3 doses, 2 doses, ça se voit beaucoup chez les gens qui ont plus de 60 ans, pas mal chez les gens qui ont plus de 40 ans, beaucoup moins chez les gens qui ont moins de 40 ans. C'est probablement une des raisons pour lesquelles l'HAS a pris 40 ans pour dire qu'il faut un dose de rappel à partir de 40 ans. Donc, en résumé de cette première partie, oui, on est dans une 5e vague. Alors, je reviendrai sur les variantes Delta et tout ça, mais on est sur une 5e vague.
Dans la communauté, ça augmente beaucoup. Dans les hôpitaux, ça augmente moins parce qu'on est vacciné, mais ça augmente quand même parce que, un, tout le monde n'est pas vacciné, et parce que, deux, ceux qui sont vaccinés, les plus âgés, sont en train de perdre leur immunité. Donc c'est important, le rappel, c'est important aussi que vous portiez des masques même si vous êtes vacciné. Parce que dans une période où le virus circule beaucoup, il est important de continuer à respecter les gestes barrières. Alors nous, on m'a posé la question, est-ce qu'on peut enlever? On l'a enlevé, mais on est à distance. Mais dans une salle comme ça, il faut que vous portiez le masque. Il faut que dans les espaces clos, on porte les masques. C'est important, ça fait partie des choses. Donc respect des gestes barrières, extrêmement important. Alors, et j'espère qu'avec ça, on ne va pas avoir une augmentation plus importante. On aura une augmentation d'importance dans la communauté, dans les hospitalisations. Il y a des scénarios possibles différents. On va avoir une augmentation et j'espère que ça ne soit pas très important. Donc ça, c'est la première partie. Après, je voulais revenir sur la partie transmission. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a changé d'avis. La science nous a appris. Alors, ce virus, on l'a connu dans les 15 premiers jours de janvier. On l'a identifié. On a su que c'était un coronavirus. Et par mimétisme, on ne connaissait pas ce virus. Par contre, on connaissait la famille. Moi, je suis dans l'émergence depuis 2002, à peu près, depuis SARS. Et j'avais reçu le premier patient en France qui a été touché par le SARS en 2002. C'est la même famille. On disait même au début qu'il y a 90% ou 95% d'ADN commun entre les deux, etc., RNA-commun, etc. Donc, par mimétisme, au début, comme c'était la famille de coronavirus, on a dit que, en gros, l'homme se contacte à travers un réservoir animal, par franchissement de barrières d'espèces. Il y a une transmission interhumaine, et cette transmission interhumaine se fait quand il y a un contact rapproché. Alors, je me rappelle au début, chaque fois qu'il n'y avait pas un contact de moins de 1 mètre, plus de 15 minutes, et que le patient source n'était pas symptomatique, on disait qu'il n'y avait pas de transmission. Donc, on se plantait complètement, je vous signale. Mais pendant longtemps, Santé publique France, enfin, le monde entier a fait ça. Début février 2020, nous, on a reçu notre premier patient à Bichat, c'est le premier patient en France, le 26 janvier 2020. Mais c'était le premier patient en Europe. Au même moment, les Allemands ont reçu un patient, et en fait, les Allemands, ils ont publié leur cas dans New England début février en disant, écoutez, notre patient a été contaminé par quelqu'un qui n'avait pas de symptômes, un Chinois qui venait de Wuhan. L'article a été publié, tout le monde a commencé à agresser le papier. On était tellement persuadés que c'était l'histoire d'avant, que c'était le coronavirus habituel, que ce n'était pas possible. Et à tel point que l'article a été infirmé. Il a été presque retiré. Et d'ailleurs, il y a un papier de New York Times en juin 2020 dit que à ce moment-là, au mois de février, on est tous passés à côté de quelque chose de très important. Et par ailleurs, les gens qui savaient le plus sur le coronavirus étaient ceux qui se sont le plus plantés, en gros. Et ça c'est une histoire importante. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses parce que je fais partie des gens qui se sont plantés à ce moment-là, pour vous dire qu'à ce moment-là, on pensait que les asymptomatiques ne transmettaient pas. Et tout ça parce qu'on avait vécu cette épidémie qui était l'épidémie de SARS, et que pendant cette épidémie de SARS, les gens excrétaient le virus et devenaient symptomatiques 2 jours après le début des symptômes, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Alors, on était toujours dans ces réflexions où on savait, on disait toujours qu'il y a
il n'y a pas de transmission chez les personnes qui sont asymptomatiques. Et vous allez voir quel est le changement complètement de stratégie avec ça. Qui a eu le confinement? Parce qu'en même temps, il y avait le nombre de cas qui augmentait de manière très importante. Alors ça, c'est le monde, ça, c'est la France. Et à partir de là, le 16 mars, donc il y a eu le confinement, tout a été fermé et notamment vous avez été obligé de fermer vos cabinets. Alors là, je fais une pause parce que hier soir, de nouveau, je me suis posé la question, mais en préparant, mais est-ce que finalement, pourquoi ça a été fermé en fait? Alors, ça a été fermé, je pense, parce que, on va revenir, ces notions de... Vous avez dit que vous étiez avec les anesthésistes, les anesthésistes réanimateurs, je suppose, les personnes les plus à risque. Probablement, vous, a posteriori, même encore plus, parce qu'en fait, vous allez voir, les patients sont surtout contagieux avant, quand ils vont bien. Les patients, quand ils vont mal, ils sont très peu contagieux parce qu'en fait, la maladie n'est pas liée au virus, mais l'immunité contre le virus. Donc en fait, je pense que vous êtes beaucoup plus exposés que les anesthésistes réanimateurs. Beaucoup plus. Parce que vous voyez les patients qui vont bien. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous ne pouvez pas mettre des masques à vos patients. C'est par définition pas possible. Et par ailleurs, il y a l'aérosolisation. Bon, après, malgré tout, à ce moment-là, on ne savait pas. Et troisièmement, alors ça c'est une étude française, c'est que le Covid est une maladie grave. Et ça, on le savait depuis le début. Ça, c'est une étude française qui le montre. Vous voyez, en rouge, c'est la mortalité liée à la grippe. Et en bleu, c'est la mortalité liée au Covid. Et en fait, en gros, en moyenne, alors bien sûr, quelqu'un qui a 40 ans ou quelqu'un qui a 30 ans, les gens ne meurent, ou très rarement, ni de l'un ni de l'autre, mais chez les personnes plus âgées, c'est 2 à 3 fois plus mortel, la Covid, que la grippe. Donc, la question, c'était, à ce moment-là, rien que pour vous, fallait-il vous exposer, alors qu'on ne savait pas grand-chose sur... C'est pas facile, je trouve que ce n'est pas facile. Ça m'intéresserait dans la discussion de savoir si vous, a posteriori, vous aurez fait les choses différemment. Probablement oui, mais quand on ne connaît rien... Bon, moi je me rappelle à l'époque, j'étais assez choqué qu'on ferme tout chez vous. Mais bon, on va revenir. En tout cas, pour continuer, petit à petit, sur la transmission, on a vu que, oh là là, ce n'est pas du tout ce qu'on pensait. Et ça, je peux vous dire que nous, moi je l'ai vu sur nos patients, parce que nous, il y avait un couple, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un couple chinois. Il y a quelqu'un qui était malade et son épouse n'était pas du tout malade. Et il a développé la maladie quand il était chez nous. Et donc on a vu que quand il développait la maladie, au début, ils ont une charge virale très élevée, donc le plus contagieux. Et avec la maladie, la charge virale baisse. C'est ce que vous voyez sur ce que j'ai encadré. Et on a vu, et là vous voyez, le jour des symptômes, vous voyez la ligne orange, les gens deviennent contagieux en moyenne 2 à 3 jours, 2,3 même, 2,3 jours avant le début des symptômes. Et ça l'OMS l'a reconnu en avril 2020. En avril 2020. Et on a commencé à avoir de plus en plus de preuves que, tiens, c'est pas du tout ce qu'on pensait. Et nous, on avait tout fait par mimétisme, mais 2 personnes peuvent être de même famille, mais complètement différents. Un frère et sœur, ils peuvent être de même famille, mais complètement... Et c'était le cas. Et on a fait tout par mimétisme. Et bien sûr, c'est là où on a dit, mais si les gens qui sont asymptomatiques, ils transmettent la maladie, mais il faut mettre tout le monde sur masque. C'est là qu'on a décidé. Ça veut dire, en gros, vous allez très bien, vous n'avez rien, mais 3 jours avant que vous commencez à avoir la maladie, vous pouvez transmettre, et vous pouvez transmettre beaucoup. Et donc, c'est là que la décision des masques a été prise, et on était autour du mois de mars-avril, en fait, juste pour vous dire. Donc, juste pour vous montrer comment on sait un peu, et même beaucoup,
trompé. Et même quand il y avait une étude qui disait « c'est pas ça », les meilleurs scientifiques du monde, ceux qui savaient le plus, disaient « il y a un problème ». Parce qu'en fait, la personne chinoise, ils ont tellement cherché qu'ils ont trouvé qu'il avait un peu mal à la gorge. Donc elle n'était pas asymptomatique, elle était symptomatique. Mais bon. Donc du coup, à partir de là, l'idée, c'est de mettre des masques. On était parti sur une transmission qui était plutôt une transmission gouttelette et pas une transmission à aérosolisation. Beaucoup de questions autour de... Vous vous rappelez, hein, on s'est beaucoup posé cette question d'aérosol, gouttelette, parce que ce n'est pas la même chose. Hein. Bon, ce qui s'est passé, c'est que on a compris progressivement que ça dépend de lieu et des gestes. En fonction des gestes, si on est dans un endroit très confiné, il peut y avoir une aérosolisation. Alors ça, je vais passer vite, mais ça, je vous montre comment... Alors là aussi, je ne vous voyais pas, mais quand c'est rouge, ça se transmet beaucoup, et quand c'est vert, ça ne se transmet pas. Donc, quand vous avez plus de personnes, moins aérées, pas de masque, quelqu'un qui parle, ben vous avez transmission plus importante et risque d'aérosolisation. Là, c'est le tonus que vous connaissez, donc du coup, progressivement, on a commencé à mettre les choses en place de manière plus basée sur les datas qu'on avait. Donc, quand vous avez contact direct avec un patient, ben, tablette et sur blouse à usage unique. Quand, en plus, il y a des soins mouillants ou souillants, ce que vous avez, tablette sur blouse imperméable, usage unique. Et quand vous faites des gestes invasifs, aérosolisants, ben là, FFP2 et protection oculaire, ce que vous faites. Donc tout ça, ça a commencé à devenir. Alors là, je vais passer assez vite, hein, parce que je l'ai pris chez vous, hein, sur vos conseils de l'ordre. Donc en gros, c'est ce que je viens de dire. Hein, c'est exactement, vous reprenez... Alors, juste, il y a un truc que je n'ai pas compris quand je dis, c'est que vous... Fenêtre ouverte 15 minutes entre les deux patients. Je ne sais pas si vous faites vraiment ça, hein, parce que je me suis dit que c'est impossible. Hein, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est possible ou si j'ai mal lu. L'autre chose qui est importante peut-être que vous sachiez, c'est la durée d'expression virale. En général, à partir du moment, je vous ai dit, c'est surtout quand la personne est asymptomatique qui transmet. Hein. Quand il devient symptomatique, au début, il transmet, mais après 7 jours, la transmission devient très faible. Et là, vous voyez, quelqu'un qui est en ambulatoire, qui ne fait pas forme sévère, c'est un peu loin. Mais à partir de 7 jours, avec le delta, 10 jours, il n'y a plus de transmission. Alors, dans la transmission, l'autre chose qui est arrivée, c'est l'arrivée des variants. C'est l'arrivée des variants. Donc, on a eu alpha, ça c'était au mois de juin, au mois de janvier, décembre 2020, janvier 2021, plus transmissible, mais pas d'impact sur le vaccin. Plus transmissible, plus sévère, pas d'impact sur le vaccin. Le bêta et gamma, qui avait un impact sur le vaccin, qui venait d'Afrique du Sud et du Brésil, mais ils ont été vite éradiqués parce qu'ils n'étaient pas plus transmissibles. Donc, ce n'était pas un problème. Et après, on a eu le delta. Le delta qui est maintenant rempli partout, qui est beaucoup plus transmissible, qui est plus grave. Et c'est un des problèmes actuellement, c'est que le vaccin, il est efficace. Il n'y a pas de perte d'immunité. Mais probablement la durabilité diminue avec le vaccin. Donc, bon, ça dit un peu la même chose. Je vais passer vite. Mais en gros, le risque maintenant sur les variants, c'est d'avoir un variant qui marche, sur lequel le vaccin ne marche pas. Alors, quelle est la mortalité? J'en sais rien. Ce qui est assez rassurant, c'est qu'avec les vaccins ARN, on peut très rapidement l'adapter au virus. Ce qui n'est pas bien, c'est qu'on va devoir recommencer tout. Après, je ne pense pas que ce sera complètement inefficace. Il y aura un degré d'efficacité. Mais ça, c'est le risque. Mais en tout cas, le variant Delta est hyper transmissible. Alors, je ne sais pas si je vais passer, parce que maintenant, il y a des traitements. Peut-être la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2 traitements Perros qui vont arriver. Un par Merck, qui est Molnupiravir, l'autre par Pfizer. Et ces traitements peuvent être donnés Perros. Donc, ça va changer. Et ça aussi, je pense que c'est important que vous le sachiez.
Parce qu'on peut aller vers une stratégie de tester et traiter, tester quelqu'un et tout de suite donner le traitement. Les pharmaciens vont avoir un rôle important. Je pense que c'est important aussi que les chirurgiens dentistes soient au courant de ça, parce que vous êtes une porte d'entrée importante. Alors, je vais finir dans 3 slides, monsieur le modérateur. Et en fait, l'autre truc que je me suis pensé, c'est que moi, je vais comme tout le monde chez le dentiste. Hein, avant cette épidémie, tous les dentistes... Je dis faux si je dis que tous les dentistes ne mettaient pas des masques. Tout le monde ne mettait pas de masque, vous êtes d'accord? Tout le monde mettait des masques. Bon. Alors maintenant, j'ai une deuxième question. Est-ce que tout le monde était vacciné contre la grippe? Non. J'ai pas trouvé de chiffres. Hein. J'ai pas trouvé de chiffres. J'ai regardé, j'ai demandé, j'ai pas trouvé. Bon. Ouais. En tout cas, je voulais juste vous dire et montrer cette diapositive qui est l'estimation du nombre de décès attribués à la grippe. Et vous voyez qu'on a entre 15 et 20 000 décès par grippe par an en France. C'est beaucoup. Et là, vous voyez que chaque année, pendant l'épidémie de grippe, le nombre de cas qu'on a, d'hospitalisation qu'on a, ça c'est les cas admis à l'hôpital. Donc 40 pour 1000 hospitalisations pendant l'épidémie est lié à la grippe. Il y a d'autres virus respiratoires. Et en gros, je me disais que vous êtes un corps de métier extrêmement exposé à la grippe. Hein. Et comment ça se fait qu'avant, on n'a pas plus parlé de tout ça? Qu'avant, on n'a pas parlé... alors là, j'ai regardé, j'ai trouvé cette recommandation. Déjà, bon, il y a les gestes barrières, parce que malgré tout, même si vous me dites ça, à mon avis, la manière dont on le faisait avant et la manière dont on le fait, les gestes barrières, ce n'est pas la même chose. Et deuxièmement, sur la vaccine, même si le vaccin contre la grippe ne marche pas aussi bien que le vaccin Covid, comment ça se fait qu'on n'a pas même des données sur la vaccination contre la grippe? Alors, c'est sûr que c'est une recommandation, mais je pense qu'il faut plus insister dans votre métier parce que vous êtes extrêmement exposé à ça. Et après, pour finir, parce que vous m'avez dit que mon exposé était... Alors, on m'a dit que mon exposé était très technique et pas assez politique. Et donc, je vais finir avec ça et juste vous dire que c'est vrai qu'on regardait les textes sur les recos, etc. J'étais étonné de voir que les sages-femmes, les pharmaciens, les médecins généralistes, tout le monde était excité, mais après on mettait autre. Je suis assez d'accord, je ne savais pas ça, mais en tout cas, comptez sur moi pour essayer de porter ce message-là. Je ne sais pas si ça va aller loin, mais en tout cas, je vais le porter. Je vous remercie pour votre... Merci. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Alors permettez-moi de revenir un petit peu tout de même sur certaines choses. Dans quelle situation aujourd'hui, à nouveau, clairement, sommes-nous? C'est-à-dire que certains d'entre vous, le professeur Delfraissy par exemple, le président du conseil scientifique dit « Nous sommes maintenant entrés en fait, nous pensions l'avoir vécu quelques mois plus tôt, mais nous sommes entrés dans la véritable 5e vague du variant Delta. » C'est la vague du Delta, c'est ça? Oui. Effectivement, on est en plein dans le 5e vague, ça c'est sûr, qui a comme origine un virus plus transmissible que l'année dernière. Le virus Delta, qu'on appelait India, mais il ne faut pas dire, est 1,5 fois plus transmissible que le virus Alpha, qui est le virus britannique, qu'on avait d'ailleurs pas encore à cette période l'année dernière, 1 ou 2 mois plus tard, et qui est lui-même 1,5 fois plus transmissible que le virus historique. Donc on est, par rapport au début, on est à un virus entre 2,5 fois plus transmissible. Donc ça change la donne. On est sur une 5e vague. Alors où on va aller? Je pense que, ça dépendra comment la population
respectera les gestes barrières. C'est fondamental. Toutes les modélisations qui sont faites montrent que si on arrive, et là de nouveau, hein, moi j'ai des amis qui vont au Royaume-Uni ou même en Allemagne, ils respectent moins que nous. Hein. Et c'est une des raisons pour lesquelles... Alors, par ailleurs, les Italiens, ils se respectent très bien. Hein. Donc cette histoire que les Latins font moins bien, c'est pas vrai. Oui. Donc, en tout cas, je pense que, c'est comment le devenir, c'est comment on respecte les règles, comment on fait la 3e dose, c'est hyper important. Et par ailleurs, je pense qu'il y a des populations vulnérables, des populations âgées qui ne sont pas encore vaccinées. Comment on va vers eux? Parmi les discussions qu'il y a autant qu'un patient puisse parler chez un chirurgien dentiste, mais quand même, c'est un des principaux réseaux de transmission d'informations sanitaires. Et donc les chirurgiens dentistes, c'est stratégique, oui, au fond, aussi dans le système de santé aujourd'hui pour transmettre des informations. D'où l'importance aussi de cette réunion. Un élément qui pourrait être un argument régulier à utiliser pour expliquer pourquoi, par exemple, la 3e dose, c'est clé. Qu'est-ce que vous diriez simplement à un patient qui n'y connaît rien? Le nombre de fois, le facteur où ça réduit la gravité, par exemple, de la maladie quand on a quand même quelques symptômes. Non, mais là, je pense que si on a une 3e dose, la probabilité de faire une infection est plus de moitié moins, mais surtout, ce qui compte, c'est que l'efficacité sur le fait de faire une forme grave, d'être hospitalisé, etc., ça diminue la probabilité de 90-95%. Alors que si on n'a fait que 2 doses, si c'est plus de 6 mois, on a vraiment maintenant des études qui montrent, pas que simplement ça baisse l'immunité, mais ça augmente la probabilité d'hospitalisation par rapport à quelqu'un qui a fait 3 doses. Encore 2 questions. Une sur les médicaments. Il y a ces médicaments Merck, Pfizer qui arrivent, qu'on va pouvoir ingérer, des pilules le matin, des pilules le soir, et puis qui vont... Alors c'est quoi? Il y a antirétroviraux, il y a 2 types de médicaments, monoclonaux, enfin je ne suis pas... Alors pour l'instant, les seuls médicaments qui ont montré leur efficacité qu'on peut utiliser en France chez les personnes âgées via l'accès précoce, c'est les anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux, en gros, ils ciblent le virus et ces traitements, on les a, on peut les utiliser. Mais le problème de ces médicaments, c'est que c'est intraveineux. Ça dure 1 heure. Il faut les perfuser. Ah oui, perfuser et 1 heure. Donc du coup, il faut que ces patients, pour l'instant, aillent à l'hôpital. Donc circuit compliqué. Par contre, on a 2 candidats. Hein. Moi, je pense qu'il faut être très prudent parce que pour l'instant, si le Royaume-Uni a déjà donné un avis sur le molnupiravir, qui est le traitement de Merck, mais pour l'instant, l'EMA, donc l'Agence européenne de médecine, et la NSM en France n'ont pas encore donné d'avis. Par ailleurs, les papiers n'ont pas été publiés. Mais en tout cas, les communiqués de presse qu'on a montrent que c'est des traitements qui sont prometteurs et l'avantage, c'est que Cepeiros, ça peut être donné par un pharmacien, ça peut être donné par un médecin. Peut-être ça peut donner un dentiste, je ne sais pas. Dernière question, les dentistes. Comment vous expliquez que l'administration sanitaire, les ARS, au fond, ils soient satisfaits du fait que ce réseau soit arrêté, tout simplement sincèrement, je ne sais pas s'ils étaient satisfaits. Hein. Mais je pense que c'était un moment... premièrement, c'était un moment où il y a eu beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus. Et je pense qu'il a été considéré, parce que je pense que parce que j'ai un cousin qui est dentiste, vous faisiez des gardes, c'est ça. Donc du coup, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les soins courants non considérés urgents ont été arrêtés. Bon, ce que je trouve... A posteriori, je trouve que c'est problématique, hein, malgré tout. Mais je pense que c'était aussi pour protéger les dentistes à ce moment-là, parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. Bon, voilà. Après, on peut refaire l'histoire. Je voudrais, mesdames et messieurs, qu'on remercie le professeur Yazdan Yazdapanan de toutes ces informations et de sa présence. Alors,
on va complètement déporter le regard avec vos observations depuis 2 ans, Gaspard Koenig. Je rappelle que vous êtes philosophe, essayiste, écrivain. Vous avez fondé Génération Libre, ce think tank, et vous avez décidé de profiter de la période actuelle du débat politique de la présidentielle en lançant un mouvement. Il y avait Horizon, et maintenant il y a Simple. Votre mouvement politique, c'est Simple. Ça s'accompagne de ce livre manifeste, Simplifions-nous la vie, que vous venez de lancer aussi, et qui résume un peu l'esprit dans lequel vous considérez qu'aujourd'hui notre société doit s'embarquer. Alors, je vous propose de rejoindre, vous voulez rejoindre le pupitre peut-être, si vous voulez. Certains se souviennent que vous avez cet été, à l'image, à l'instar de Michel de Montaigne, rejoint Rome, l'Italie en tout cas, avec votre jument. C'est une occasion de rêver, de réfléchir et donc d'écrire. Aujourd'hui, après ces 2 années écoulées, au fond, il y a un grand nombre de questions qui sont posées, mais je fais un peu de provocation au regard de ce que vous allez nous dire. Dans cette période, on parle de refus du risque et de déresponsabilisation, mais est-ce que ce n'était pas au contraire, on l'a entendu là à propos des Italiens et des Français, une attitude particulièrement civique, tout simplement, de la part de nos concitoyens. On parle de surveillance aussi, vous la ciblez souvent, mais est-ce que ce n'est pas plutôt de la vigilance sanitaire, plutôt bien organisée finalement dans ce pays? Pardon, je suis là pour ça. Et puis, affaiblissement des contre-pouvoirs, démocratie sanitaire, ça existait. C'est vrai que les 35 patients qui devaient travailler sur la vaccination, ils ont disparu. Bon, je vous en prie. Gaspard Koenig. Merci. Bonjour à tous. Alors d'abord, je suis ravi que ma situation personnelle vis-à-vis des dentistes soit inversée aujourd'hui, puisque c'est moi qui parle et c'est vous qui ne pouvez pas répondre. Alors, votre secrétaire général a dit qu'il avait invité des personnalités franches et lucides. Pour ma part, lucide, je ne sais pas, mais je serai très franc en tout cas. Et je pense que c'est un peu le rôle du philosophe dans la cité, c'est de vagabonder, c'est de dire parfois des choses excessives pour faire réagir. C'est un peu la conception socratique de la philosophie, c'est précisément de ne pas être sage, de ne pas trop se prendre au sérieux, d'aller jusqu'au bout de certains raisonnements que les autres n'osent pas tenir. Donc permettez-moi d'ajouter une sorte de grain de sel dans ce débat, qui, s'il peut provoquer les réactions, faire réfléchir, sera en soi salutaire, indépendamment de savoir si j'ai raison ou pas, ce n'est pas forcément le sujet. Et avant de répondre aux questions qui m'ont été adressées, qui sont de nature plus générale par rapport au Covid, j'aimerais revenir sur votre situation, vous les dentistes, les chirurgiens dentistes, puisque pour préparer cette session, j'ai eu toute une session de mindwashing avec vos éminents représentants, qui m'ont beaucoup parlé de cette décision du 16 mars 2020 que le professeur évoquait avant moi, décision donc de fermer les cabinets dentaires. Docteur disant que cette décision pouvait être considérée comme problématique. Et moi, ce qui m'intéresse en termes de philosophie politique, c'est qui a pris cette décision. Et si j'ai bien compris, ce n'est pas l'État qui a pris cette décision, c'est vous-même, c'est-à-dire le Conseil de l'Ordre. De sorte que sur la base des informations dont tout le monde pouvait disposer, en plus vous êtes des médecins, vous êtes des scientifiques, donc vous savez analyser une information scientifique, on aurait pu imaginer que certains dentistes décident, parce qu'ils sont jeunes peut-être, donc ils sont moins à risque, ou parce qu'ils considèrent que leurs patients présentent des pathologies telles que c'est finalement pour la société un risque plus grave de les laisser chez eux que d'ouvrir le cabinet dentaire. On aurait pu imaginer que certains d'entre vous prennent l'initiative personnelle, en assumant leur risque, d'ouvrir leur cabinet. Si je comprends bien, en tout cas, c'est quelque chose que certains auraient voulu faire. Et donc ma question, elle est simple. Elle est, pourquoi, en fond, la décision de l'ordre doit s'imposer à l'ensemble de la profession dentaire? Pourquoi y a-t-il un monopole de l'ordre sur la profession dentaire? C'est vraiment une question candide. Et pour la poser, je vais mobiliser un peu l'histoire. Et j'aimerais vous parler de l'histoire des corporations. Parce qu'un ordre, c'est une corporation, et je dis ça sans aucune ironie, aucune hostilité. C'est très bien. En tout cas,
corporations, longue histoire derrière elles. Et j'aimerais reprendre l'histoire des corporations en France, parce qu'il y a 4 grandes étapes, pour vous montrer que ça n'a rien d'évident, l'existence d'un ordre et le monopole d'un ordre. Et que ça reflète une certaine conception de la société et du rapport entre l'État et l'individu. Alors, votre ordre, il a été créé juste après-guerre, dans, en fait, le mouvement qui a créé tous les grands ordres pendant la guerre, puisque le régime de Vichy a inauguré un peu cette recréation des ordres professionnels, avec les médecins, les architectes, les vétérinaires, les experts comptables, les huissiers de justice. Et cette œuvre a été poursuivie ensuite par le gouvernement provisoire de la République française, par De Gaulle, avec l'ordre des chirurgiens dentistes, donc des sages-femmes, des pharmaciens, etc. Et ça continue aujourd'hui, puisque depuis les années 2000, vous ont rejoint les masseurs kinésithérapeutes, les pédicures podologues, les infirmiers, etc. Ça, c'est une période, disons, précise de l'histoire. Et pour quelles raisons est-ce qu'on s'est mis à créer des ordres à ce moment-là? Et la rétrospective historique que je vais vous faire, je la puise largement dans les écrits de Pierre Rosanvallon, qui, depuis plusieurs décennies, écrit sur les rapports entre l'État et l'individu depuis la Révolution française. Donc, j'ai rien inventé. Et l'histoire des corporations, globalement, voilà, elle a 4 grandes dates. D'abord, la première, c'est le colbertisme. Et c'est Colbert qui a, pas le premier, mais enfin qui a généralisé l'existence des corporations, et surtout qui a veillé à ce que ceux qui n'appartenaient pas à la corporation ne puissent pas exercer leur métier. On estime d'entre 20 et 30 000 le nombre d'exécutions sous Colbert, d'artisans qui, n'appartenant pas à la corporation, étaient considérés comme illégaux et donc étaient tout simplement mis à mort. C'est Hernando de Soto qui cite souvent ce chiffre, l'économiste péruvien, qui justement se fait fort de dire que l'économie, elle est d'abord créée par ceux qui sont hors de l'ordre légal. Et donc face à cette situation, la question des jurantes, des guildes, des maîtrises, donc les différentes corporations de l'époque médiévale, ressortait beaucoup dans les cahiers de doléances. Et une des premières œuvres des révolutionnaires français a été, vous le savez sans doute, d'abolir les corporations. Turgot avait déjà essayé sous Louis XVI, 15 ans avant la Révolution, il avait échoué. Et la Révolution, parce qu'elle était radicale, parce qu'elle pouvait faire tabula rasa, a éliminé les corporations. Mais elle a éliminé les corporations sur une base idéologique extrêmement forte et extrêmement bien construite. Quand vous lisez le pamphlet de l'abbé Sieyès, qu'est-ce que le tiers-État? Vous savez, le fameux pamphlet qui dit qu'il faut abolir les privilèges et qui a été publié quelques mois avant le 14 juillet 89 et qui avait commencé à susciter la ferveur populaire autour de ces idées. Il faut bien comprendre que Sieyès, il commence, qu'est-ce que le tiers-État, par un éloge du libre-échange. Parce que pour lui, l'existence d'un marché libre est égale à celle de l'abolition des privilèges politiques. Il ne voit pas de différence entre la libéralisation politique et la libéralisation économique. Et donc il dit cette chose très simple, il dit dans l'État, dans le régime nouveau, il doit exister juste 2 choses, l'État et l'individu. Donc première leçon, ce libéralisme-là, le libéralisme révolutionnaire, ne se fait pas du tout contre l'État. Rosanvallon parle d'ailleurs d'un jacobinisme libéral. Il se fait avec l'État, parce qu'il faut un État justement fort pour pouvoir protéger l'individu et l'émanciper des corps intermédiaires qui, selon les révolutionnaires, l'empêchent d'exprimer pleinement son potentiel, ses envies, son essence. Et donc Sieyès écrit en toutes lettres que l'ordre social nouveau exige de ne point laisser les simples citoyens se disposer en corporation. 1 an après, il réclamera à la Constituante d'établir l'unité sociale sur la destruction des ordres et de toutes les grandes corporations pour qu'il n'y ait plus donc que l'État et l'individu l'un en face de l'autre. Parce que Marx, qui a parfaitement compris ce mouvement-là de la Révolution française, dénoncera en disant ça, c'est l'égoïsme de métier. Ça, c'est pour la théorie, et la mise en pratique a été faite de manière assez radicale par Isaac Le Chapelier, qui est pour moi le véritable héros de la Révolution française, même si on en parle assez peu, d'abord parce qu'il était président de l'Assemblée constituante lors de la nuit du 4 août, et que c'est lui qui a
qui est parvenu à aller jusqu'au bout de l'abolition des privilèges. Vous voyez, c'est quelqu'un qui voulait éliminer les strates. Donc ils ont éliminé les privilèges politiques, il a éliminé les ordres monastiques. En 93, il a voulu éliminer les partis politiques, et c'est ce qui lui a coûté sa tête, parce que Robespierre ne l'entendait pas de cette oreille. Et entre les deux, il est resté célèbre pour avoir éliminé les corporations. Et donc, dans la vague des décrets d'Allard, en 91, il a eu ce discours magnifique, disant « Il n'y a plus de corporation dans l'État, il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire. » Et donc tout le monde pouvait, comme le disent les décrets d'Allard, exercer la profession de son choix, à tel point que chacun pouvait se faire médecin et que c'était au client de juger. Alors évidemment, ça a provoqué certains excès, et c'est deux choses différentes de dire que l'État doit certifier les qualités professionnelles et de dire qu'il faut créer des corporations. Et cette loi Le Chapelier, elle est restée en vigueur pendant près d'un siècle. Elle était sujet à des débats extrêmement farouches tout au long du XIXe siècle, notamment parce qu'elle a retardé l'émergence des syndicats. Et quand est-ce que sont réapparues les corporations? Elles sont apparues justement dans les années 30, dans ce mouvement qu'on appelait explicitement le planisme. Et ce mouvement du planisme, qui a été repris par Vichy, qui avait aussi une doctrine sociale et politique, qui était la doctrine d'un État fort, d'un État nouveau, a réinstitué les corporations comme une sorte de troisième voie entre un capitalisme où les individus étaient perdus et le socialisme. Et ces réformes-là ont été reprises telles quelles par De Gaulle, qui écrit dans ses mémoires que les doctrines sociales de la Révolution nationale, donc de Vichy, telles que l'organisation corporative, comportaient des idées qui n'étaient pas sans attrait. Et l'idée étant bien d'organiser la société de manière dirigée, Pétain l'écrit en toutes lettres dans un discours d'octobre 40, et de planifier la production industrielle et l'ordre social. Paxton, le grand historien de Vichy, explique que c'est là qu'est né le dirigisme à la française, c'est là que pour la première fois les polytechniciens ont été nommés ministres pour organiser l'économie. Donc ça part d'une bonne intention, mais ça part de l'idée quand même que la société est pyramidale et qu'elle doit être organisée. Il ne faut pas laisser les individus à leur libre initiative. Et puis le débat, il revient évidemment aujourd'hui. Et vous vous rappelez que la commission Attali, qui avait été convoquée par Nicolas Sarkozy il y a une quinzaine d'années, a remis la question des corporations à l'ordre du jour politique, puisqu'il fallait à l'époque, lutter contre, je cite, les professions réglementées. Et qui était secrétaire général de la commission Attali? Celui qui est aujourd'hui président de la République. Ce mouvement n'a pas été à son terme, mais vous voyez bien qu'il y a un retour, peut-être le deuxième dans l'histoire de France, et la lutte entre les VTC et les taxis est parfaitement illustrative de ce renouveau, au fond, des décrets d'Allard et de l'idée que chacun peut exercer le métier de son choix à partir du moment où il est certifié et qu'ensuite le consommateur jugera. Et donc ce que je veux dire, c'est que dans ce mouvement de balancier, il y a vraiment deux conceptions de la société, l'une inspirée par Colbert, l'autre inspirée par Turgot. Et qu'il est d'ailleurs assez frappant de lire... Le Point avait demandé aux différents candidats de centre droit, enfin des républicains, c'est plus pareil aujourd'hui, ce qu'ils pensaient de Colbert et de Turgot. Préférez-vous Turgot et Colbert ou Colbert? C'est une question tout à fait intéressante, et la plupart des candidats disaient Colbert. Et donc je pense que c'est assez structurant par rapport à notre conception de la société de savoir si on maintient l'existence des ordres et des corporations tels qu'ils existent aujourd'hui, qui doivent donc autoréguler leur propre domaine, ou si au contraire, on ouvre aux individus, une fois qu'ils sont certifiés, diplômés, une fois que leur capacité a été validée par l'État central, la liberté, au fond, d'exercer leur métier de la manière qu'ils l'entendent. Ce qui plaiderait non pas pour abolir le Conseil de l'ordre, loin de moi l'idée de dire ça, mais pour laisser peut-être un autre espace où d'autres ordres, au fond, concurrents, pourraient exister, pourraient avoir d'autres pratiques, d'autres logiques,
pourrait au fond permettre davantage d'expérimentation dans l'exercice de votre métier, de votre profession, et en l'occurrence, aurait peut-être permis de ne pas fermer tous les cabinets en mars 2020. Bon, ça c'était pour vous mettre en appétit. Et maintenant j'en viens, et là je décroche un peu parce que ça n'a pas, enfin c'est vraiment un autre sujet. J'en viens un peu à l'analyse que question que vous m'avez posée et à l'analyse de la pandémie. Et la question qu'on m'a posée, c'est à quoi ressemble le monde de demain, quelles sont les grandes leçons de la pandémie. Et au fond, j'avais jamais eu l'occasion vraiment de synthétiser ce que je pense en tant que citoyen un peu sur le sujet. Et je pense que la phrase qui illustre le mieux ce que j'ai envie de vous dire, et celui qui, comme souvent d'ailleurs, a le mieux analysé les tendances en cours, c'est Michel Houellebecq, qui expliquait il y a quelques mois que le monde d'après sera le même en un peu pire. Et je pense que ce qu'on a vu se développer à l'occasion de la pandémie, c'est un renforcement d'une tendance de long terme, une tendance au retour très fort de l'État-nation. D'abord, tout simplement parce que les frontières sont réapparues. On les avait oubliées, certains ne se sont pas sentis concernés. Moi, à l'époque, je vivais en Angleterre et je peux vous dire que j'ai vraiment senti de nouveau ce que c'était qu'une frontière, quand tout d'un coup la France se met à fermer sa frontière aux ressortissants, quels qu'ils soient, d'ailleurs, y compris français, fermer la frontière sauf motif impérieux à toute personne ne résidant pas sur le territoire national. Et cette expérience est d'autant plus tragique, et pour moi ça a été évidemment définitif pour ma vie personnelle, parce que vous ne pouvez plus vivre entre deux pays. Or c'était un peu la promesse de l'Europe, même si l'Angleterre n'en faisait plus partie, que de pouvoir vivre entre plusieurs pays. Tout d'un coup c'est devenu impossible. J'ai une partie de ma famille en Roumanie, on ne l'a pas vue pendant 2 ans. Et donc les gens qui, comme moi, avaient une existence certes un peu cosmopolite, en tout cas transeuropéenne, se sont trouvés tout d'un coup sommés de choisir un pays ou l'autre, sur des critères totalement fous et bureaucratiques. Je vous raconte juste une histoire, pour ne pas vous prendre trop de temps. Donc pour retourner en Angleterre, il fallait se justifier auprès du douanier britannique pour éviter la quarantaine de 10 jours en arrivant. Et donc, comme les Anglais sont, vous savez, très partisans de la responsabilité individuelle, en Angleterre, on pouvait se self-exempt. Alors, on devait se self-isolate, mais on pouvait se self-exempt de self-isolation. On fait tout seul. Alors, le self-exempt, c'est que vous expliquez qu'en fait, vous faisiez des allers-retours constants entre la France et l'Angleterre et que donc vous ne pouviez pas faire des quarantaines de 10 jours à chaque fois. Ce que j'ai expliqué au douanier, jusqu'à présent, ça marchait. C'était vrai, de toute façon, j'avais des billets de train pour le prouver. Et puis là, il m'a posé une nouvelle question, il m'a dit « Est-ce que vous avez un métier essentiel ?» Alors j'ai dit « J'écris des livres. En France, c'est essentiel puisque les librairies sont ouvertes quand les autres magasins sont fermés. » Donc s'en est suivi un débat de 2 minutes avec un douanier pour savoir si la littérature était essentielle à la vie en société. Et la conclusion étant que non, j'ai dû passer 10 jours en prison, appelé tous les jours par la police britannique qui vérifiait si j'étais bien chez moi. Et tout ça n'avait aucun sens. L'OMS le dit elle-même. Soit vous avez une stratégie zéro Covid, comme en Australie, comme en Chine. Et à ce moment-là, je veux bien que les quarantaines fassent sens, même si je pense que pour les pays les plus intelligents de construire une antifragilité que d'ériger des murs. Mais admettons, au moins, la philosophie est claire. Mais l'OMS dit elle-même que dans des pays qui ont des taux de circulation du virus relativement comparables, avec ensuite sur quelques mois, il y en a toujours un qui rattrape l'autre, puis un qui revient et tout ça, à échanger 2 personnes entre 2 pays, statistiquement, vous avez exactement la même somme de virus en circulation. Ou alors il faudrait mettre des frontières aussi entre Paris et Limoges. Et donc on a bien vu là un retour de la frontière et au fond du nationalisme totalement indépendant des raisons sanitaires. Peut-être que le docteur me contredira, mais il me semble quasiment impossible de justifier pour des raisons purement sanitaires, dans des pays où les taux de circulation du virus sont comparables, le retour aussi brutal de frontières aussi dures. Et moi, ça m'a meurtri dans ma chair, parce que ça concernait ma propre vie, puis ça m'a rappelé le monde d'hier de Stefan Zweig, où il vit dans l'Europe ouverte,
de l'avant-première guerre mondiale, de la Belle Époque, où d'ailleurs, il rappelle qu'il n'y avait pas de passeport. C'est-à-dire qu'on dit l'Europe est un espace de libre circulation, mais c'était encore plus libre au fond à l'époque parce qu'on pouvait circuler dans le monde entier sans montrer un seul papier d'identité. Et où tout d'un coup, il a vu advenir ces frontières, et que très vite, en fait, les choses, on s'accoutume à cela, et que très vite, les nations reprennent leur autonomie, et que très vite, l'hostilité reprend. Et d'ailleurs, si vous regardez l'espèce de guerre douanière que se font la France et l'Angleterre aujourd'hui, vous voyez que la prédiction de Zweig est toujours très juste. Et je trouve ce phénomène d'autant plus, au fond, lamentable que ce que la crise nous a montré, c'est que nous avions plus besoin de mondialisation que jamais. Les vaccins, nous en disposons parce qu'il y a des capitaux américains qui ont financé des gens d'une autre nationalité, j'ai oublié, qui avaient un institut en Allemagne. Et qu'en France, heureusement que nous avions accès au flux du commerce international pour nous permettre d'avoir des masques, des blouses, puis des vaccins et bientôt des médicaments ou des traitements. Et qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de coopération internationale pour distribuer les vaccins aux pays les plus pauvres. Donc, retour du nationalisme sur le plan des frontières, sur le plan géopolitique, qui s'accompagne évidemment, et comme toujours, d'un durcissement des politiques d'État en interne. J'ai été frappé qu'en France, nous ayons besoin de déclarer un état d'urgence sanitaire. Vous savez que nous sommes toujours en état d'urgence, formellement en état de sortie d'état d'urgence, qui ne veut rien dire, puisque c'est en fait l'état d'urgence, qui est défini par le fait que le gouvernement peut légiférer par ordonnance, et que tous les 6 mois, le Parlement donne son imprimatur au gouvernement pour que le gouvernement décide seul des mesures sanitaires au nom précisément de l'urgence des réactions. Ce n'est pas le cas en Angleterre, ce n'est pas le cas en Allemagne, où il y a toujours un Parlement, des députés, ce n'est pas le cas en Espagne, ce n'est pas le cas en Italie, où il y a toujours des députés qui discutent des mesures sanitaires du gouvernement, et heureusement, ça s'appelle un contre-pouvoir, et ça permet, notamment par exemple dans le cas de l'Angleterre, ça a permis de débattre de la question du pass sanitaire au Parlement, dans une enceinte démocratique, et indépendamment des conclusions, l'existence même de ce débat permet aux citoyens de catharsiser leurs propres opinions sur l'enceinte parlementaire, et donc, quelque part, de se sentir respectés, écoutés. Par ailleurs, et enfin, les mesures de surveillance qui ont été mises en place me semblent excessives, mais sans vouloir rentrer dans des questions trop polémiques, je voudrais juste rappeler que Foucault, au début de l'histoire de la folie, nous explique bien que les mesures mises en place au moment d'une pandémie, les mesures de contrôle, peuvent être justifiées, ont tendance à lui survivre. Et il prend l'exemple des léproseries. Il dit les léproseries, c'est là où on mettait les lépreux à l'écart des villes. Puis quand la lèpre a disparu, eh bien, ces institutions sont restées. C'est là qu'on a envoyé les fous, les mendiants, bref, tous ceux qui dérangeaient l'ordre social. Et ce qui m'inquiète dans ces questions de passe sanitaire, indépendamment, encore une fois, des questions sanitaires sur lesquelles je ne veux pas trop m'engager, ce qui m'inquiète, c'est qu'on s'habitue tout de même à avoir un fil à la patte, qu'on voit très bien le modèle vers lequel nous pourrions nous diriger, le modèle asiatique, qu'aujourd'hui déjà des candidats proposent de généraliser la reconnaissance faciale dans les transports en commun, au nom bien sûr de la lutte contre le terrorisme, et que petit à petit nous transformons l'espace public, donc l'espace de la cité, l'espace où nous pouvons circuler librement, l'espace qui est en fait complètement constitutif de la démocratie, de l'agora, en une série de sas où il faut constamment prouver son identité et montrer ses certificats de bonne santé ou autres. Les gares sont, de manière un peu anecdotique, mais pour moi assez parabolique, les gares, qui étaient des espaces de libre circulation formidables, cette double porte ouverte au monde, comme disait Valérie Larbaud, sont devenus des espaces de crowd management, où il faut constamment passer des portiques, montrer des billets, scanner, etc. Et je pense, et je conclurai par là, que tout ça vient d'un problème fondamental de notre société, qui est le rapport au risque. Qu'en fait, ce que nous exigeons,
notamment par rapport à cette pandémie, parce que tout d'un coup nous avons mis l'éclairage dessus, ce que nous exigeons, c'est le risque zéro. Le docteur a rappelé qu'il y avait 20 000 décès par an dus à la grippe, que néanmoins tout le monde ne se faisait pas vacciner. Mais cette exigence de risque zéro, de disparition du virus, de zéro Covid, fausse complètement, je pense, notre conception de la politique publique. Car elle nous empêche d'entretenir un rapport rationnel au calcul des risques. On nous a dit notamment pendant les premiers confinements qu'il fallait sacrifier l'économie pour sauver la santé, pour sauver les vies. Mais d'abord, on ne sauve pas des vies, on les prolonge. Et par ailleurs, quand on détruit des emplois, on perd aussi des vies. On sait depuis la crise de 2008, chiffrer parfaitement l'incidence de la pauvreté sur la baisse de l'espérance de vie. Donc moi, ce que je réclamais, j'étais pas pour ou contre les confinements, mais ce que je réclamais, c'était un calcul de risque qui montre combien ces mesures font gagner d'années de vie, statistiquement, et combien elles en font perdre. Parce qu'il y avait un effet négatif, et vous l'avez vu probablement dans vos propres métiers, les gens qui ne se faisaient pas opérer, et encore une fois, surtout, la question de la pauvreté qui a une incidence directe sur l'espérance de vie. Et donc, dans mon think tank, nous avions fait une note avec un épidémiologiste et un économiste pour essayer de modéliser, de calculer, en fait. Parce que oui, le prix de la vie est un outil de politique publique qu'on utilise tous les jours quand on fait des ronds-points, des hôpitaux ou des écoles, parce que c'est un outil rationnel de proportionnalité des risques. Et donc, nous l'avions mobilisé, mais c'est au gouvernement de le faire. Nous l'avions mobilisé, et notre modélisation avait abouti à travers les confinements, un gain estimé de 500 000 années de vie par le premier confinement, contre une perte estimée de 1 200 000 années de vie entre mars 2020 et avril 2021. Je ne sais pas si ces chiffres sont corrects, ils peuvent probablement être contestés par la communauté scientifique. Nous avons fait un rapport aussi informé et sourcé que possible, mais je pense que ce sont les chiffres dont il faut disposer pour pouvoir prendre une décision de politique publique. Pourquoi ? Parce que les médecins, eux, ont prêté le serment d'Hippocrate. Les médecins se sont engagés à essayer de sauver toute vie, quel qu'en soit le coût. Et c'est noble, c'est leur métier. Mais ce n'est pas ça qui doit guider une politique publique qui doit prendre en compte tous les autres facteurs. Et de même, il me semble qu'aujourd'hui, dans la situation où nous sommes avec le vaccin, on a glissé en termes conceptuels et que personne n'a vraiment remarqué ce glissement. Le glissement est le suivant. Bien sûr, quand on peut transmettre le virus, que les autres ne sont pas protégés, qui n'ont pas les moyens de se protéger, alors il est normal de restreindre sa liberté pour le bien commun. Pas de problème. C'est la logique des confinements. Mais une fois qu'on a donné à chacun un vaccin universel, efficace, gratuit et visiblement très efficace contre les formes graves, à ce moment-là, chacun a eu la possibilité de se protéger soi-même. D'accord ? Et donc ceux qui vont développer des formes graves parce qu'ils ont refusé le vaccin, quelque part, et indépendamment de la question de la saturation des hôpitaux, ont pris ce risque, ont fait ce choix. Et donc, nous passons d'une politique de santé publique tout à fait légitime à une politique qui désormais tend, en fait, avec de bonnes intentions, à protéger l'individu contre lui-même. On ne peut pas dire que les gens n'ont pas l'information aujourd'hui. Et je pense que cette distinction, elle est importante, parce qu'elle veut dire que dans la situation où nous sommes, avec cette vaccination efficace, et merci la science, merci l'État de l'avoir mis à notre disposition, désormais se pose davantage le sujet de la responsabilité personnelle par rapport à la vaccination et donc par rapport aux mesures sanitaires en général. Et vous voyez bien que la question est celle du risque et de quel risque nous sommes prêts à tolérer dans notre vie. Parce que si la forme grave se développe, si ça protège à 60% de l'infection et que dans ces 60%, à 90% de la forme grave, etc., on arrive sur un risque très faible, réel mais très faible, qui est comparable à d'autres risques que nous prenons tous les jours sans trop y penser dans notre vie.
Et la question est, jusqu'où voulons-nous réduire le risque à 0? Et à ce moment-là, nous allons vivre encore 10 ans en prison, avec un virus qui devient endémique. Ou est-ce qu'il y a un niveau de risque, et lequel, et c'est peut-être ça qui doit faire débat, un niveau de risque que la société est prête à accepter, et de dire si le risque il atteint ce niveau-là, 0,x%, eh bien nous sommes prêts à vivre avec, comme nous vivons avec la grippe, les accidents de voiture et beaucoup d'autres choses, contre lesquelles il faut lutter, mais pas à tout prix, justement, pas quoi qu'il en coûte. Je pense que c'est exactement les questions qu'il faudrait se poser aujourd'hui, et ce sont les chiffres que nous n'avons pas, sur lesquels il faudrait fonder nos décisions. Et j'aurais voulu juste terminer par une réflexion peut-être plus heureuse, en vous disant que la crise a été peut-être pour certains, pour des privilégiés, dont je fais partie, aussi l'occasion de vivre autrement, surtout le premier confinement. Ça a été l'occasion de ralentir, ça a été l'occasion de vivre avec moins, de retrouver du temps, de retrouver sa famille. Encore une fois, c'est une expérience qui n'est pas évidemment partagée par tous, mais il est intéressant qu'elle ait été souvent mentionnée. Et au fond, il nous a ouvert une brève fenêtre sur un monde où nous aurions les avantages de l'industrialisation sans les inconvénients. Et il nous a quand même poussé à réfléchir sur la question, pour citer un auteur, un économiste contemporain qui a écrit un livre qui porte ce titre, « La crise de l'abondance ». Parce qu'au fond, nous ne sommes pas en train de... toute notre économie est fondée sur la rareté. Est-ce qu'aujourd'hui, notre problème n'est pas la rareté, mais l'abondance de monnaie, l'abondance de matière, l'abondance d'énergie, l'abondance d'informations? Et les premiers confinements nous ont appris à vivre avec moins. Et je pense que c'est quelque chose qui est un mouvement sociétal à l'œuvre, que j'ai expérimenté effectivement de manière plus radicale encore en partant 5 mois à cheval. Là, j'ai vécu un dépouillement assez total, mais qui nous invite tout de même à changer de regard sur la vie, sur notre société, même si après, bien sûr, la vie reprend et les agendas se remplissent à nouveau. Je pense que cette espèce de parenthèse nous permet aussi de penser peut-être pas le monde de demain, mais d'après-demain. Merci. Merci Gaspard Koenig. Si vous voulez bien rejoindre le pupitre ici, en effet, avec nous. J'aurais 3 questions, si vous voulez bien. Revenons sur je vais rebondir sur cette notion de risque zéro que vous avez évoquée, en tout cas que nous souhaiterions aujourd'hui. Comment expliquez-vous alors que Français et Italiens soient finalement parmi ceux qui sont les plus disciplinés en Europe, et qu'aujourd'hui, alors même que se profilent des mesures très strictes, les Pays-Bas ont droit à des émeutes, la Belgique a eu des émeutes, il y a la Guadeloupe chez nous, certes, ce qui est un exemple un peu particulier, mais globalement, dans l'Hexagone, tout au moins, on n'a pas droit à ce qui se déroule actuellement aux Pays-Bas ou en Belgique. Alors, les Français et les Italiens se sont affadis, le côté gaulois rebelle, c'est fini. Comment expliquez-vous? Est-ce qu'il y a une forme d'adhésion aussi aux mesures, de critique certes, face aux médias, mais d'adhésion tout de même, globalement, au choix du président de la République et du gouvernement? Oui, mais d'abord, on n'est pas encore dans la situation, par exemple, autrichienne, puisque la vaccination n'est pas obligatoire chez nous. Et par ailleurs, je pense qu'on prend un risque énorme en désocialisant ne serait-ce que 5 ou 10% de la population. C'est une chose de ne pas vouloir se faire vacciner, c'est une chose d'ailleurs que je combats, et quand j'en ai la possibilité, je ne cesse d'appeler à la vaccination, simplement parce que je crois le consensus scientifique de mon époque, je n'ai pas de raison de m'en méfier. Mais pousser 10% de la population qui refusera toujours de se faire vacciner pour toutes sortes de raisons, dans la radicalité, l'obliger parfois à quitter son travail, à sortir ses enfants de l'école. C'est des gens qui prennent le maquis. Et je pense qu'on ne mesure pas le potentiel anarchique, au fond, de cette frange importante de la population. Et l'anthropologue David Graeber, quand il décrit les grandes bureaucraties de l'Égypte, de Babylone, de Rome, dit à un moment donné où le système sclérosé ne croit plus à lui-même,
et où les seuls qui ont la capacité de le détruire, c'est les barbares qui viennent de l'extérieur. Je crains que nous soyons un peu en train de créer nos propres barbares en faisant ce que nous faisons et en renonçant au fond à la pédagogie, parce que d'autres pays prennent d'autres voies, commencer par le Royaume-Uni. Je ne sais pas exactement comment ça se passe au Royaume-Uni aujourd'hui, mais je me rappelle très bien de l'exemple de la communauté jamaïcaine qui refusait la vaccination à Londres pour des raisons historiques de défiance vis-à-vis de l'État central. Eh bien, le gouvernement a envoyé des médecins dans les écoles, a ouvert des groupes Facebook, a fait tout un travail de conviction et de pédagogie, certes très terre-à-terre, certes très laborieux, peut-être moins spectaculaire qu'un pass sanitaire, mais ça a marché. Et au bout de plusieurs mois, on a vu les taux de vaccination de nouveau augmenter dans cette communauté jamaïcaine, aussi parce qu'elle voyait, qu'elle expérimentait les effets du virus sur des proches, sur d'autres. Et je pense qu'on n'a pas vraiment été jusqu'au bout de cette voie, et qu'on a très vite repris notre réflexe un peu autoritaire, et qu'on risque de le payer. Les Français pourraient ne pas accepter un reconfinement, par exemple. Ça, on sent bien que tout est conseil scientifique, tout le monde a comme focus éviter un reconfinement. Je ne sais pas, mais d'abord, l'argument principal du pass sanitaire était pour éviter le reconfinement. Et d'autre part, quelle est la question que nous devons nous poser aujourd'hui? C'est la question à laquelle le docteur a sans doute envie de répondre. La question n'est pas de savoir si le virus circule beaucoup. La question est de savoir s'il tue beaucoup, et s'il tue beaucoup de gens qui avaient les moyens de se protéger, c'est-à-dire de gens vaccinés. Alors, deuxième question, je reviens sur une formule prononcée tout à l'heure par l'un des secrétaires généraux de l'ADF, Joël Trouillet. Nous ne voulons pas d'un État qui nous assiste, mais d'un État qui nous considère. Et je rebondis sur ce que vous avez dit sur les corporations. C'est légitime. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette interpellation? Ça m'inspire que forcément, quand on est divisé en groupes, en corporations, en statuts, forcément, chacun jalouse un peu l'autre, se demande est-ce qu'il en a autant que l'autre, et puis, si ce n'est pas le cas, proteste. Mais au fond, le vice, il est originel. Et je pense que justement, une société qui refuse ce genre de statut, qui parie davantage sur l'égalité de droits entre les individus et pas sur l'égalité de traitement entre les différents groupes professionnels, permet d'éviter ce genre de frustration inévitable, parce qu'on va toujours dire « Ah oui, mais les infirmières ont eu ça, nous on n'a pas eu ceci ». Et, voilà. Et donc, et je pense que c'est cette stratification de la société en métier, au fond, qui aujourd'hui ne tient plus, et ne tient plus aussi parce que l'existence même des métiers est remise en cause par de nouvelles approches du travail, où les gens sont plus fluides, changent de métier, etc. Vous n'êtes pas obligé de répondre à ma troisième question, parce que c'est un peu de la provocation, mais à partir du moment où, avec Simple, vous vous lancez dans une initiative d'entrer dans le débat public, voire même, qui sait, peut-être de candidature dans les semaines qui viennent, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Vous êtes élu président de la République demain, vous êtes à sa place, vous faites quoi? Eh bien, d'abord, je donne du pouvoir au Parlement. Je ne décide pas tout seul. Je suis d'abord, en tant que libéral, je suis toujours évidemment très frustré par cette élection présidentielle au suffrage universel, qui date non pas de la Ve République, mais de 62, qui est très plébiscitaire, très bonapartiste, et où après on s'en remet à un homme pour décider seul, et où on se demande, alors ce génie qui a tout compris à l'épidémiologie nous a dit que ceci, cela, et puis après on est d'accord ou on conteste. Et c'est au fond assez immature comme rapport au pouvoir. Et je souhaite, alors c'est sans doute difficile à faire et je ne veux blâmer personne, mais enfin je souhaite qu'on cesse de croire qu'un homme peut décider de tout et qu'on reconstruise des instances collectives, à commencer par la représentation nationale qui délibère en espérant que l'intelligence collective existe. Et à l'EDF, ils ne sont pas tout seuls et ils sont deux, même, de toute façon. Merci. Gaspard Koenig, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, Stanislas Neufchâteau, merci à vous aussi d'avoir accepté de venir cet après-midi, parce que vous êtes un phénomène. Il y a un grand nombre d'entreprises de la FinTech, d'ex-start-up, vous n'êtes déjà plus une start-up, qui réussissent.
Je pense à une entreprise qui aujourd'hui produit des logiciels d'intelligence artificielle, notamment dans le secteur bancaire, qui est formidable et que le Nasdaq bientôt va nous arracher. Peut-être aussi Doctolib, qui sait. En tout cas, bon, Doctolib, ça fait maintenant quelques années que vous êtes lancé, depuis 2013. Aujourd'hui, vous avez joué dans le contexte de la vaccination, de la crise, un rôle clé, le privé, permettant au public de réussir cette mission de service public, cette opération de vaccination. Alors ça a fait des jaloux. Beaucoup de gens, à un moment donné, ont posé la question, mais comment le privé pourrait-il ainsi avoir une part si importante? N'empêche que ça fonctionne. Alors, vous êtes un des fondateurs de Doctolib. D'abord, rappelez-nous peut-être aujourd'hui votre périmètre, le nombre d'employés, votre chiffre d'affaires, ce que vous faites. Est-ce que c'est la France simplement, l'Europe? Est-ce que vous avez d'autres ambitions? Qu'est-ce que c'est que Doctolib aujourd'hui? Déjà, merci de m'avoir invité. C'est vrai que 2 dernières années éprouvantes pour vous, éprouvantes pour nous. Je suis ravi de pouvoir être ici avec vous parce que ça a commencé en 2013, je le racontais avant de venir ici. Il y a eu 8 ans, on était 4 et on était visiteurs ici et on discutait avec les chirurgiens dentistes pour leur demander comment est-ce que vous travaillez et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous. Et c'était il y a 8 ans, jour pour jour, où la première chirurgienne dentiste qui s'appelle Laurence, qui a un cabinet près d'ici, installé Doctolib. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru pour nous sur les 8 dernières années. On est 2300 salariés aujourd'hui. Donc oui, on peut être en France et être entrepreneur, on peut être en France et vouloir créer de l'emploi, on peut être en France et vouloir faire quelque chose qui ait du sens. On a lancé ce projet avec 2 raisons. La première, c'est essayer d'augmenter la qualité de vie des soignants. Donc se dire comment on crée les cabinets de demain et les hôpitaux de demain. Et comment on le fait par des logiciels, des services plus ou moins complets. Et la deuxième mission qui est la nôtre, c'est l'accès aux soins. C'est se dire que l'accès aux soins, il est opaque, il est complexe. Et pourtant, il faudrait qu'il soit égalitaire et rapide. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire. On fournit des services pour les cabinets et les hôpitaux. On fournit des technologies pour les cabinets et les hôpitaux, mais aussi des services pour les patients, pour leur permettre d'accéder à la santé. Vous êtes 10 000 chirurgiens dentistes à travailler avec nous. On en parlait aussi au début, en se disant, au début, les premiers chirurgiens dentistes m'ont dit « mais jamais je fournirai des services nouveaux à mes patients, la prise de rendez-vous en ligne, des outils de communication, de coopération, mais je n'utiliserai jamais ça ». Finalement, vous êtes 10 000 à travailler avec nous, des milliers à nous rejoindre tous les trimestres. Vous n'êtes pas qu'en France, donc. Exactement, et on est en France, en Allemagne, en Italie, même si très français. Il y a 60 millions d'Allemands et de Français qui utilisent nos services tous les mois en ce moment. Voilà. Alors, les enseignements que vous tirez de la Covid, au fond, et notamment pour la profession dentaire, on va y venir, mais de manière générale. Écoutez, moi, je n'ai pas un niveau d'alignement fort avec ce qui vient d'être dit. Moi, je suis beaucoup plus positif. Pourquoi? Parce que notre système de santé, il a tenu le coup. Et oui, on n'avait pas de masque. Les tests, ça a été long. Les doses de vaccins, on n'en avait pas. L'arrêt des activités kiné, dentiste, bien sûr, arrêté pendant 6 semaines. Mais la réalité, c'est que les cabinets ont repris, que la continuité des soins, elle a été forte, que la mobilisation des soignants, elle a été énorme, qu'on est l'un des pays les plus vaccinés au monde. On a 10% de notre population qui est plus vaccinée que l'Allemagne, plus vaccinée que le Royaume-Uni, l'Israël ou que les États-Unis. Et donc, les tests, on est l'un des pays qui testent le plus au monde. Les masques, ils sont là. Et donc, je pense qu'il faut être positif sur ce qu'on a réussi à faire. Ça a très bien été dit en introduction par le secrétaire général. Il faut être positif dans la résilience qu'on a eue en tant que pays, en tant que soignant et en tant que système et acteur du système de santé. Moi, je tire 4 leçons. Humblement, la première, c'est qu'il faut avoir confiance dans nos soignants. Et je sais que c'est dur de te le dire, mais il faut avoir confiance dans nos soignants. On a des cabinets qui sont forts, on a des soignants qui sont organisés. Et pour le coup, vous êtes organisés pour gérer les urgences, vous vous êtes organisés pour assurer la continuité des soins. Et
on l'a vu parce qu'on suivait en parallèle les courbes d'activité des chirurgiens dentistes en France, en Allemagne et en Italie. On a vu ce que vous avez fait au mois de mai-juin pour rattraper ce qui n'a pas été fait au mois de mars-avril. On a vu ce que les hôpitaux ont fait, ce que les SAMU ont fait, ce que les centres Covid ont fait, ce que les centres de vaccination ont fait. Donc, la première leçon que je tire de cette crise, c'est qu'il faut avoir confiance dans nos soignants, il faut investir dans nos soignants. La deuxième leçon que je tire de cette crise, c'est que toutes les initiatives sont bonnes pour améliorer la santé des gens. Et donc oui, on a un monde qui était hospitalo-centré. Oui, on a un monde qui avait oublié les cabinets, qui avait oublié la proximité, oublié la prévention, oublié les initiatives privées. Mais la réalité, c'est qu'on peut être un chirurgien dentiste libéral et servir l'intérêt général. On peut être une boîte privée comme nous et servir l'intérêt général et travailler jour et nuit pour l'intérêt général. Et ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas des modèles économiques, ce n'est pas pour ça que vos cabinets, ils n'ont pas des modèles économiques. Et donc, je pense que la deuxième leçon que je tire de cette crise, c'est que toutes les initiatives publiques, privées, hôpital, ville, nationale, locale, sont importantes pour améliorer le quotidien des soignants et la santé des gens. La troisième leçon que je tire, c'est l'importance du numérique. Et vous l'avez vu, et vous le savez aussi, pour ceux avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, de construire Doctolib sur les 8 dernières années, le numérique, c'est un facteur d'amélioration de votre quotidien et du quotidien des patients, et c'est un facteur d'amélioration du système de santé. Et on l'a vu durant la crise, hein. Je vous prends quelques exemples. Continuité des soins, téléconsultation. Mars, cabinet dentiste kiné fermé. Mars, activité des médecins spécialistes, moins 71%, activité des médecins généralistes, moins 50%. Téléconsultation, à l'espace d'un mois, on a fait de la France l'un des premiers pays de téléconsultation du monde. 2 millions de téléconsultations par mois, 1 million de téléconsultations aujourd'hui. Deuxième exemple, accès aux tests. Au mois d'août, vous vous en souvenez, août 2020, difficulté pour accéder aux tests, difficulté pour avoir des résultats de tests. Pourtant, c'était la base de la stratégie à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous, on a mis nos équipes pour aller déployer les laboratoires, les pharmacies. Et plein d'autres acteurs ont déployé des systèmes numériques pour gérer la logistique des tests. Même chose sur la campagne de vaccination, où encore une fois, on a fait de la France un des pays les plus vaccinés au monde, avec 75% de rendez-vous sur Internet, avec un respect de première, deuxième dose et de l'écart qui est l'un des meilleurs du monde, et avec un accès à la vaccination qui s'est fait en moins de 7 jours pour l'ensemble des Français. Et donc, le numérique en santé, c'est important. Et la quatrième leçon, c'est l'investissement. C'est vrai que moi, j'ai découvert un peu le monde politique sur les derniers mois. J'ai découvert les contraintes de la CNAM que je connaissais peu. J'ai découvert les contraintes du financement de la santé que je connaissais peu. Oui, la santé, c'est 11,5% de notre produit intérieur brut. Oui, c'est 260 milliards. Oui, les soins dentaires, c'est 10 milliards par an. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à améliorer la santé des gens? Qu'est-ce que c'est par rapport à améliorer le quotidien des 2 millions de personnels de santé qui travaillent dans la santé? 2 millions. Et donc, oui, moi je considère qu'il faut investir dans les soignants, investir dans le personnel administratif, investir dans le numérique en santé. Et je pense que la crise, elle a montré à quel point c'était important cet investissement. Alors, en matière d'accès aux soins, du coup, au regard de cette expérience très forte et de votre capacité à vous projeter dans le digital de demain, comment le cabinet dentaire, comment vous le voyez là encore, accès aux soins, qu'est-ce que vous suggéreriez aux chirurgiens dentistes qui sont là? On en parlait un peu avant cette séance introductrice. C'est quoi le cabinet dentaire de demain? Alors, moi, je n'ai pas du tout votre expérience, donc je vais juste vous donner des pistes de réflexion. Et je suis ravi d'avoir commencé à le construire avec 10 000 d'entre vous sur les 8 dernières années. Pour moi, le cabinet dentaire de demain, c'est un cabinet qui a plus de temps et de confort de travail. Pourquoi? Parce que vous avez encore 20-30% de votre temps en charge administrative. Vous avez des tâches répétitives. Vous avez la pression des patients. Et donc, pour moi, c'est un cabinet qui a plus de temps et de confort de travail. 2, c'est un cabinet qui a plus de ressources humaines. Ça, vous le savez aussi bien que moi.
Vous êtes encore 25% d'entre vous à ne pas avoir d'assistante dentaire. Vous êtes encore 25% d'entre vous à ne pas avoir de secrétaire. Et donc oui, je rêve, comme la majorité d'entre vous probablement, de cabinets dentaires avec des assistants, des hygiénistes, avec des secrétaires, et donc avec plus de ressources humaines pour vous épauler au quotidien. Et oui, le job d'assistant dentaire, pour moi, est un job névralgique dans notre système de santé, comme l'est d'ailleurs le job de secrétaire médical. Peut-être qu'un jour, les secrétaires médicaux, les assistants dentaires pourraient devenir des médecins, des kinés, des infirmiers, peut-être des dentistes même, un jour, qui sait. 3, pour moi, le cabinet de demain, c'est un cabinet qui investit encore plus dans l'expérience de ses patients. Et je le sais, puisque je discute avec vous tout le temps, tous les jours. Vous faites ce métier parce que vous vous mettez au service de vos patients, parce que vous voulez être utile pour vos patients, soigner vos patients. Plein de choses à faire autour de l'expérience patient. Oui, le numérique en santé, ça peut permettre d'améliorer l'expérience patient. Prise de rendez-vous en ligne, paiement, téléconsultation, coopération, préconsultation, facturation. Et il y a plein d'outils numériques que vous pourriez utiliser demain pour transformer l'expérience de vos patients, mais aussi la prise en charge médicale de vos patients. Et enfin, je pense que le cabinet de demain, c'est un cabinet qui coopère. Et ça, on l'a très bien vu dans la vague 1 de la crise, mais même dans les autres vagues. C'est un cabinet qui est ouvert aux autres cabinets. Vous êtes encore 40% d'entre vous à travailler seuls. Or, on le sait que la médecine, le dentaire de demain, c'est forcément plus de coopération, soit dans les murs, soit hors des murs. Et donc, je pense qu'il n'est pas si loin, ce cabinet de demain. Je pense que ce cabinet de demain, il permettra aussi de développer vos activités, puisque, encore une fois, la majorité d'entre vous sommes des entrepreneurs comme moi. Et donc, vous avez un modèle économique, vous avez une activité à gérer, et c'est pas mal d'avoir un modèle économique et une activité à gérer, et vous voulez développer cette activité, vous voulez optimiser cette activité. Mais voilà, je pense qu'elle est proche de nous, et je pense que cette crise, elle a prouvé qu'en investissant dans les soignants, en investissant dans le numérique, on pouvait créer ces cabinets de demain, qui sont des cabinets avec plus de temps, plus de confort, plus de ressources, plus de numérique et d'expérience patient et de coopération. Et c'est demain. C'est demain. Et oui, c'est dur. Oui, innover, c'est dur. Oui, être entrepreneur, c'est dur. Mais pour moi, on est un beau pays avec un système de santé exceptionnel. Et donc, voilà, il faut que les initiatives publiques et le privé, elles puissent se rejoindre pour transformer ce système. Aujourd'hui, vous mesurez l'impact de votre popularité, je veux dire, au regard de la critique qui a été portée à un moment donné. Les Français vous plébiscitent en réalité. Quel enseignement avez-vous tiré de ces attaques et de ces doutes sur les valeurs mêmes de Doctolib? Ce sera ma dernière question. En fait, moi, vous savez, sur ça, il y a eu une étude faite par l'IFOP et on a été élu entreprise préférée des Français sur l'amélioration du quotidien des gens. Étude de la semaine dernière, alors que nous, on est une toute petite PME française, on était 4 il y a 8 ans, on essaie de créer des services utiles pour vous et utilisés par vous. Et donc, aujourd'hui, je pense que les critiques, elles sont bonnes, il faut les comprendre, il faut les prendre, on est tous des entrepreneurs. Et on est là, in fine, pour faire quoi? Pour faire des services utiles, utilisés par les gens, et mettre en place des innovations humanistes. Ça veut dire quoi, des innovations humanistes? Ça veut dire que faire de la technologie pour faire de la technologie, ça ne sert à rien. Enfin, moi, quand je vois la keynote de Zuckerberg sur le métaverse, franchement, je prends peur. Et j'ai juste envie de me désactiver mon compte Facebook. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai la discussion le soir même avec ma femme qui est psychologue et qu'elle me dit que toute la journée, elle essaie de faire recentrer les patients sur eux-mêmes et ne pas dissocier l'âme et le corps, je me dis que là, on est quand même dans la difficulté. Et donc, petite parenthèse pour dire que le job que vous faites, il est névralgique, et vous le savez bien sûr parce que c'est votre vocation. Et innover, c'est important. Et c'est important pourquoi? Parce que transformer vos organisations, créer des services utiles et utilisés par les gens, c'est ce qui fait la différence. Et nous, on n'est pas Google, on est 1000 fois plus petit, on n'est pas Amazon, on est 1500 fois plus petit. Par contre, on pense qu'on fait quelque chose d'utile et utilisé, et on va continuer de le faire, et on espère
Il y a plein d'autres entrepreneurs qui créent des services utiles et utilisés dans la santé, mais aussi dans l'éducation, l'environnement, l'énergie, qui sont des secteurs de biens communs. Et moi, je pense que la santé, c'est un bien commun et qu'améliorer la santé, c'est important pour nous tous. On vous souhaite d'être 1000 fois plus gros rapidement. Je voudrais qu'on salue Stanislas Neufchâteau. Merci. Et je cède la parole pour conclure cette séance inaugurale du congrès de l'ADF qui renoue avec le Palais des Congrès pour cette séance inaugurale de 2021 au secrétaire général le second secrétaire général, l'autre secrétaire général de l'ADF, le docteur Julien Lopy. Julien, c'est à vous. Bonsoir. Comme a pu vous le dire Joël, je suis très heureux de vous retrouver. Je me souviens très bien des derniers jours du congrès 2019. Nous étions bien loin d'imaginer ce que nous allions vivre. Avec le soutien de notre comité directeur et l'appui des équipes de l'ADF, nous avions alors, Joël et moi, la volonté d'amplifier les actions de l'ADF et d'améliorer sa visibilité. À cette époque, nous pensions déjà au congrès 2020, à ses nouveautés, à sa séance inaugurale dont nous avions du mal à définir le sujet à l'époque, et enfin à ce 50e anniversaire que nous nous réjouissions de fêter. Et puis, en quelques jours, tout a basculé. La Covid-19 et l'inconnu. Ce fut une onde de choc si profonde qu'elle nous a obligés à repenser toutes nos certitudes. Lorsque j'analyse ce que nous avons réalisé au cœur de cette crise, et notamment lors du premier confinement, lorsque je regarde les remerciements qui nous ont été adressés pendant cette période si tumultueuse, je me dis que l'ADF aura été une chance pour notre profession et que cette crise aura éprouvé ce que nous voulions faire de l'ADF. Une institution ouverte et utile à notre communauté professionnelle. Comme vous, cette crise m'a interrogé et continue de m'interroger. C'est pour cette raison que nous avons invité ce soir Yazdan, Gaspard et Stanislas à venir nous livrer leur vision. Je les remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation et de s'être livrés à cet exercice courageux. Le rôle de l'ADF, c'est d'élargir le débat, de nous confronter à d'autres visions, pour mieux ensuite nous projeter, pour essayer de décider ensemble de l'avenir de notre profession, de le subir le moins possible. Je pense que cet objectif est parfaitement atteint avec cette séance inaugurale. Nos échanges préparatoires avec chacun d'entre eux et leurs paroles livrées ce soir me confortent dans une idée. Tout prévoir est une illusion. Toutefois, si nous ne pouvons pas imaginer le pire, nous devons savoir y répondre. Pas uniquement avec des schémas et des organisations, mais déjà avec un état d'esprit. La base de cet état d'esprit, c'est l'entente et la confiance. L'État était bien heureux d'avoir à ses côtés une profession loyale et fiable. À l'ADF, dans les mois et les années à venir, nous continuerons à être ce partenaire solide et rassurant dont chacune et chacun d'entre vous a besoin. Je vous le dis, l'entente et la confiance sont et seront toujours nos premiers facteurs de résistance et de résilience. Ensuite viennent l'agilité et la rapidité de décision. Lorsqu'un événement vous saisit, vous choque, votre capacité à vous remettre en marche est essentielle. Il est important alors de poser les bonnes questions et de trouver les bonnes réponses. À l'ADF, fidèle à nos engagements, accompagner, défendre, former, nous continuerons à aller chercher des réponses et à les partager. Nous continuerons de poser les questions qui comptent pour notre profession. C'est la motivation de ce moment partagé avec vous à cet instant. Aujourd'hui, notre regard se porte sur les mois et les années à venir. Et à mon tour, je veux vous livrer
3 pistes de réflexion pour les prochains événements qui ne manqueront pas de venir chahuter et bousculer la profession. La première s'adresse à nos décideurs politiques, et plus particulièrement à notre ministre de tutelle. Monsieur le ministre, rencontrons-nous, travaillons ensemble et créons un plan blanc odontologique pour garantir la permanence de nos activités en toutes circonstances, avec des recommandations scientifiques et des pratiques immédiatement opérationnelles. Le plan blanc a été créé dans les hôpitaux en 2004. 17 ans plus tard, il ne serait pas vain d'envisager une organisation de ce type pour notre profession, car nous avons pu constater que cela nous avait manqué en mars 2020. Ne nous laissez pas à la marge, sachons comment faire face et comment réagir sans hésiter face à un grave impondérable. Quand je vois le travail considérable que nous avons su faire lors du premier confinement, lors de la préparation du déconfinement et des mois qui ont suivi, pour établir dans l'urgence des recommandations de bonne pratique nous permettant de continuer à assurer des soins bucco-dentaires en toute sécurité, aussi bien pour nos patients que pour les équipes soignantes. Quand je vois le travail considérable réalisé et l'expertise déployée par le comité scientifique que la profession avait mis en place et son président que je tiens à saluer ici publiquement, je me dis que nous sommes parfaitement capables de relever ce défi et d'être ainsi mieux préparés aux crises de demain. Ma deuxième réflexion s'adresse à tous les acteurs qui représentent notre profession. Ordre, syndicats, associations, sociétés savantes. Nous devons mieux collaborer ensemble. Joël a déploré notre relative mise à l'écart dans les premiers mois de la crise, mais interrogeons-nous. En avons-nous assez fait par le passé pour valoriser nos missions, notre rôle et notre importance? Nous ne sommes que 43 000 chirurgiens-dentistes. Mais ne sombrons pas dans une lecture égocentrée de nos sujets. Sachons penser et agir collectif. Si nous ne le faisons pas, alors ne nous plaignons plus de ne pas être mieux et justement considérés. À ce titre, l'ADF aura beaucoup à faire avec l'ensemble des structures professionnelles. Oui, il est important de renforcer nos liens avec nos partenaires institutionnels, car la profession a de nombreux dossiers en attente sur lesquels elle souhaite voir des avancées concrètes dans les mois à venir. Reconnaissance des compétences additionnelles, mise en place de l'assistante dentaire de niveau 2, conduite à tenir face à la nouvelle classification du cobalt, autant de sujets qui font consensus aujourd'hui entre les différents acteurs de notre profession. Fort heureusement, ces liens existent déjà et il est important de saluer les choses qui fonctionnent. J'en profite ainsi pour remercier le professeur Pulcini, chef du projet national antibiorésistance, qui a su inclure notre profession dans ce défi de santé publique et dont les actions concrètes envers les praticiens sortiront dans les prochains jours. Et s'il nous fallait encore un exemple concret de cette relation État-profession pour préparer l'avenir, quoi de mieux que l'intervention du ministre des Solidarités et de la Santé. Olivier Véran, qui était venu il y a 2 ans à notre congrès, s'était engagé à y participer à nouveau. Pour des raisons d'agenda liées à la poursuite des débats parlementaires sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais aussi par rapport à la situation épidémique, il ne peut être présent parmi nous ce soir, mais il a tenu à enregistrer une intervention vidéo que j'aurai plaisir à vous diffuser dans quelques minutes. Enfin, ma dernière piste de réflexion s'adresse à nos partenaires industriels. La crise récente nous l'a montré avec éloquence, nous ne vivons pas dans 2 mondes qui se font face et qui se croisent de temps à autre, comme dans les allées de notre congrès. Industriels et praticiens, nous évoluons dans le même écosystème. Vous sans nous, nous sans vous, ça n'a aucun sens. Nous exerçons un métier qui est en constante évolution. Sa dimension technologique est de plus en plus vive et pour continuer d'innover et de mieux soigner, notre industrie a toute sa place. Quand notre profession est à l'arrêt, nos industriels sont à l'arrêt. Mais l'inverse est tout aussi juste. Ensemble, nous construirons l'innovation et l'évolution de notre profession. Nos échanges et nos actions, avec notamment nos partenaires du Comidan, doivent aller plus loin pour mieux préparer ensemble
l'avenir de la filière dentaire. En conclusion, je veux rappeler que si la Covid-19 nous a longtemps mis à distance les uns des autres, il nous appartient maintenant de nous rapprocher de nos gouvernants, de nos partenaires, mais aussi de nous-mêmes pour anticiper ce que nous ne savons pas imaginer, pour créer et concrétiser ce dont nous ignorons tout aujourd'hui. Croyez-moi, l'ADF saura prendre sa part. L'ADF occupe une place centrale et elle saura accueillir les esprits et les initiatives les plus innovantes et les plus utiles à notre profession, sans jamais renier son état d'esprit, qui se résume en 3 mots. Incisive par nature. Ce n'est pas pour demain, cela commence aujourd'hui. Merci pour votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Je vous laisse découvrir maintenant l'intervention de M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Messieurs les secrétaires généraux de l'Association dentaire française, cher Joël Trouillet, cher Julien Lopi, mesdames et messieurs les professionnels, chirurgiens dentistes, chercheurs, universitaires, industriels, chers tous, je tenais à vous adresser quelques mots en ouverture de votre congrès annuel qui va réunir toute la profession durant 4 jours à Paris autour des enjeux du système de santé et de l'avenir de votre profession. J'aurais souhaité être parmi vous au Palais des Congrès, mais à l'heure où je vous parle, les débats parlementaires sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale se poursuivent. Tout d'abord, je souhaite vous adresser mes profonds remerciements pour votre mobilisation pour assurer la continuité des soins et des prises en charge dans un contexte où, depuis bientôt 2 ans, les chirurgiens dentistes ont adapté leurs pratiques et le fonctionnement des cabinets aux mesures sanitaires. Dès la première vague, vous vous êtes organisé de manière incroyable. Vous avez assuré la permanence des soins, les urgences en odontologie, puis vous avez fait preuve d'une mobilisation exceptionnelle pour maintenir autant que possible l'activité auprès de vos patients. Certains d'entre vous, professionnels et étudiants, ont participé à l'effort national s'agissant des campagnes de tests, mais aussi de vaccination dans les centres, et je vous en remercie. Comme je le répète devant tous les professionnels, j'attire votre attention sur votre rôle en proximité pour convaincre vos patients à se faire vacciner contre la Covid, protéger notre système de santé contre une double vague grippe-Covid dans les prochaines semaines. Votre séance inaugurale a pour thématique Covid-19, bilan et perspectives, quels enseignements pour la profession dentaire. En tant que ministre des Solidarités et de la Santé, j'en tire d'abord le constat de l'impérieuse nécessité de poursuivre le développement des coopérations professionnelles, de l'exercice coordonné et de la télésanté. Lors de chacun de mes déplacements dans des territoires où une CPTS, ou une maison de santé, ou un centre de santé regroupe un médecin, un dentiste, un infirmier ou encore un kiné, j'ai constaté une amélioration de l'offre de soins au service des patients. Je crois également que c'est la clé pour attirer de jeunes professionnels, et notamment dans les territoires les plus en difficulté. La crise sanitaire nous a fait franchir un bond historique en matière de télésanté, en passant de près de 10 000 téléconsultations par semaine à plus d'1 million. Il nous faut poursuivre sur la dynamique et les collaborations ainsi développées. Je crois beaucoup à la télésanté bucco-dentaire, pour certaines situations, pour la gestion des urgences ou encore auprès de personnes dépendantes ou en institution. À ce propos, j'ai souhaité consacrer près de 4 millions d'euros pour des consultations dédiées à des personnes en situation de handicap lors du Ségur de la santé. Je souhaite que nous puissions travailler ensemble à une prise en charge odontologique publique, notamment en centre hospitalier pour les publics les plus vulnérables, grâce au dispositif Handident. Je suis pleinement engagé à vos côtés s'agissant de la qualité et la sécurité des soins. Ainsi, dans le PLFSS en cours d'examen, nous renforçons les contrôles auprès des centres de santé dentaire en obligeant à une autorisation auprès de l'ARS et à l'identification d'un professionnel responsable de la qualité et sécurité des soins. À titre individuel, les travaux sur la certification périodique des professionnels de santé vont se poursuivre dans les prochains mois. Enfin, je souhaite partager avec vous quelques enjeux concernant la démographie de votre profession et le développement de ses compétences. La densité de chirurgiens dentistes en France est inférieure